Bonjour à tous, merci de nous accorder votre jour férié pour qu'on passe ce moment tous ensemble. On a réuni aujourd'hui une table ronde avec des spécialistes du sujet qui nous anime, qui anime ce lieu si atypique, si chargé d'histoire qu'est l'U4, pour une table ronde qui s'appelle Terre d'industrie, espace d'avenir. On va questionner ensemble le passé, le présent, mais aussi le futur. Et pour ça, on va commencer tout de suite par vous montrer une petite vidéo d'image d'archives pour vous rappeler que derrière nous, actuellement, il y a un grand tas de ferraille, mais derrière ce grand tas de ferraille, il y avait surtout énormément d'hommes et de femmes, et surtout d'envie et d'espoir. Voilà. Entre Paubax, Tirin-Béren, là-bas au bout de la Lorraine, tout contre les reins de l'Allemagne, au lac du Schlamm, chante mon âme. Si j'ai une voix... Ils affluent de toute la région pour assister à la dernière coulée de fonte de leur usine, entièrement organisée par les travailleurs. La population entre au cœur du mythe, certains pour la première fois, tous pour la dernière. Ce jour très spécial, la direction est absente. L'intersyndicale et le comité L'Emploi au cœur ont pris l'usine en main. Après des années de vie commune et 6 mois de lutte contre la fermeture, une dernière coulée contre l'oubli. Ça, c'est toute mon enfance, vous voyez, c'est simple. Voilà. C'est évident que les grands groupes primanciers, dont l'État qui tiennent Sassilor, ils ont des objectifs à 100 ans, eux, c'est comme la Compagnie Générale des Eaux, quoi. Ça dépasse largement, même nos esprits, je veux dire, même l'esprit des hommes politiques. Les grands gestionnaires, on les connaît à peine, à la limite. Eux, c'est des énarques qu'on a vus à 50 ans devant eux. Mais ce qui peuvent tenir le plus longtemps qu'ils tiendront, en tout cas, le plus longtemps restera l'esprit d'ici. Alors quand il n'y en aura plus qu'une vallée avec des casinos et des schtroumpfs, moi, je sais pas, j'aurais plus envie de venir dans la Fench Valley, je suis désolé, mais ça sera plus du tout la même chose. Cette usine, c'est 100 ans d'histoire de cette ville. Ce sont des immigrés qui sont venus de toute l'Europe, mais aussi au-delà de l'Europe, qui ont contribué à faire cette usine et à faire cette ville, et au-delà de ça, à faire cette région. Le 25 juin, là-haut à Paris, il y a un monsieur qui a vu un tout petit point sur la carte et qui a décidé de l'effacer. Et il s'est dit, un point si petit sur une si grande carte, personne ne verra rien, ça va passer comme une lettre à la poste. L'emploi au cœur, ça se porte avec des badges, ça se porte avec des pins, ça s'écrit sur les voitures, il y a des affiches partout en Lorraine. Comme ce soir, nos copains qui vont partir à 6 h, assister au match Metz-Monaco. Ils auront l'emploi au cœur, les caméras de toute la France vont nous les montrer. Montrer partout qu'on est présent, qu'en Lorraine on a l'emploi au cœur et qu'on accepte plus ce qu'ils ont fait depuis 15-20 ans dans notre région. Je vous remercie. La chaleur du feu, l'éclat du fer. Tous ensemble, jeunes et vieux, hommes et femmes, le kabyle ou le catalan, le lorrain ou le piémontais, pour voir à travers cette fête apparente bien plus qu'un spectacle. L'image d'un labeur qui faisait souffrir et vivre en même temps, mais aussi la force du projet commun à tous et qui rassemblait les hommes au-delà de leurs différences, le travail du fer. J'ai participé à beaucoup de manifestations contre la fermeture.
Et hier, je ne suis pas venu, c'est que, en principe, j'en ai gros sur la patate et que, bon, pour moi, ça a été... Ça a été une grande catastrophe pour moi parce que moi, j'ai beaucoup travaillé à cette usine et je ne m'attendais pas à des trucs pareils. Je le regrette, mais je ne peux pas assister à un enterrement là que contre mon gré, et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Il faudrait garder quelque chose, il faudrait, comment dire, montrer où c'est que par exemple mon père il a travaillé, moi que je dise à mon fils, voilà, ton grand-père il a travaillé là, tout ça. Mais moi ce qui me gêne c'est ça quoi. Pour moi c'est, je sais pas, non mais c'est vrai, je sais pas, c'est pas beau. C'est un gros tatou rouillé comme ça, c'est horrible. Le haut fourneau qui est couché, c'est l'Himalaya qu'il devrait y avoir par rapport à l'activité sidérurgique qui a eu lieu ici sur 120 ans, et par rapport au potentiel humain et familial qui ont travaillé dedans, il faut savoir que s'il n'y avait pas eu les émigrés, il n'y aurait pas eu de sidérurgie. Hein. J'ai les boules quand je vois le haut fourneau couché. Putain, il est couché sur un tas de monde, hein, le haut fourneau, hein, c'est ça. Hein. C'est qu'il ne repose pas sur la terre, il repose sur une pyramide humaine. Nous sommes ici à la frontière de 3 pays qui ont une histoire commune, Belgique, France, Luxembourg et on peut dire même Allemagne. Or, que constate-t-on au niveau de la mémoire industrielle? En Allemagne, on a conservé, par exemple, Volklingen ou Duisbourg. Au Luxembourg, on a conservé les hauts fourneaux d'Escher-Alzette. En Belgique, là le problème était différent, mais tout de même, on a créé un musée à Attu. Et à Longwy, qui était pourtant le pôle sidérurgique, là, eh bien, on est dans la situation dans laquelle vous voyez le bassin aujourd'hui. C'est quand même assez contradictoire, ça. À l'heure actuelle, le débat dans le bassin, il est un peu manichéen. Il y a ceux qui sont pour le golfe, ils sont pour l'avenir, ils ont tout compris. Il faut changer l'image, etc. Ceux qui sont pour conserver, par exemple, le haut fourneau couché, eux, ils sont du passé. Ils ont conservé, comme on dit, comme tu as dit, hein, ils ont conservé un haut fourneau dans leur tête. Or, justement, c'est pas du tout ça. Ceux qui veulent préserver le haut fourneau, justement, ils veulent mettre à distance le haut fourneau qui peut exister encore dans la tête des gens. Ils veulent simplement faire un passage entre le passé et l'avenir. Et justement, le fait de transformer ce haut fourneau en sculpture, en le peignant, hein, et en même temps en mettant des panneaux pour expliquer comment ça fonctionnait. On veut montrer ce double enjeu. Et en fait, c'est ces deux rhétoriques qui doivent se rejoindre et qui ont du mal parce que c'est toute l'histoire douloureuse. Je crois qu'il y a un travail de deuil qui n'a pas été fait ou qui reste encore à terminer. Je ne pense pas qu'il y ait une seule construction d'un lieu de mémoire ou d'un lieu symbolique comme ça qui n'ait pas suscité la polémique. Ça me paraît normal qu'il y ait la polémique. La Tour Eiffel a provoqué des polémiques, je ne compare pas, hein, mais chaque fois qu'on fait quelque chose qui finalement apparaît pas rentable, ça apparaît toujours comme superflu, inutile. Et c'est seulement après que ceux qui ont osé le pari le gagnent. L'histoire de la mine de Neuf Chefs, c'est vraiment ça. Hein. Aujourd'hui, tout le monde oublie les difficultés. Et en fait, ça a été une discussion très intense entre des salariés quelques jours avant la fermeture définitive. Où on s'est un peu engueulé. Certains disaient faut raser, il y en a marre, faut faire autre chose. Et d'autres disaient merde, ça doit être un lieu de mémoire. Et il y avait une petite majorité qui s'est dégagée mais ça a été vraiment un débat collectif. Et le jour de la fermeture de l'usine
Moi je sais qu'au nom de mon organisation syndicale, on a dit qu'on souhaitait que ça reste un lieu de mémoire. Et le jour même, la polémique s'est déclenchée, puisque quelques jours après, les tracts ont été diffusés dans toutes les boîtes aux lettres du Cange pour expliquer que certains voulaient faire de cette usine un zoo à ouvriers. Personnellement, l'usine, c'est plus du passé. Tu vois, moi, c'est mon enfance. Tu vois, ça me rappelle, mon père encore quand il allait travailler. Mais en 2005, je ne sais même pas si je fais encore attention quand je passe devant. S'il y a un devoir à faire, c'est par rapport à nos enfants. Moi, ma fille, elle a 5 ans, je commence à peine à lui en parler. Elle est étonnée de savoir que son grand-père a travaillé à l'usine. C'est plus par rapport à sa construction identitaire qu'elle sache un peu comment nous nous sommes enracinés ici en Lorraine. Je trouve que c'est positif. Vous avez bien su transmettre ce qu'il fallait transmettre. J'espère qu'on y arrivera avec nos gamins. C'est tout. On passe pas à côté, de ce qui est important, de ce qui est. Faut rester à ce qui est important et aux valeurs essentielles. J'espère qu'on pourra les transmettre à nos enfants. En tout cas, on essaie de le faire. Ça me plaît. Donc moi je m'appelle Rocco, j'ai 18 ans. J'habite donc dans la région Lorraine depuis ma naissance, depuis toujours. Tu sens déjà l'odeur de la voie, c'est des travées. Donc les usines c'est un petit peu ma vie, je les vois tous les jours. Et donc de les voir disparaître à petit feu, ça fait quand même pas un petit pincement mais un gros pincement au cœur. Même si j'y ai pas travaillé quoi, c'est ma vie quoi. Nous les jeunes, on est super attachés à notre vallée, à nos paysages. Donc du coup, raconter notre histoire, c'est vraiment important pour nous. Donc ces images d'archives pour se souvenir d'où nous venons et pour réfléchir tous ensemble à où aller maintenant. J'en profite rapidement pour remercier les 2 réalisateurs qui nous ont permis de diffuser toutes ces images d'archives. Là, vous avez vu 10 minutes, mais qui sont issues de 4 documentaires d'Emmanuel Graff et Anne Gainsburger qui ont eu la gentillesse de nous permettre de vous montrer ça aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour remercier particulièrement un visage que vous avez vu à différentes époques dans ces images, mais qui est parmi nous aujourd'hui, Jean-Louis Malice, qui est... Applaudissez-le. qui est un formidable vecteur de cette mémoire industrielle et qui est pour nous qui est pour une des raisons qui fait que nous nous retrouvons ce soir. Voilà. Sur ce, allons-y. Maintenant, place à nos invités. Donc aujourd'hui, on est accompagné de Hélène Bizaga. C'est maintenant que je vais faire vos biographies et si jamais je dis des erreurs, il faut me le dire. Vous êtes diplômé de Sciences Po en 98. Depuis 2012, vous êtes responsable du développement de l'EPA d'Alzette-Belleval, un établissement public chargé de la mise en œuvre d'une opération d'aménagement portant majoritairement sur les friches minières et sidérurgiques du pays Haut Val d'Alzette et dont l'objectif est de développer des écoquartiers. Merci d'être présente. Nous sommes également accompagnés ce soir de Michel Feinen. Donc après des études à Strasbourg, vous êtes installé au Luxembourg où vous travaillez, où vous vivez en tant qu'artiste indépendant à l'époque, où vous pratiquez le dessin, la photographie, la sculpture en acier et vous êtes actif pour différents groupes musicaux également. Aujourd'hui, vous êtes coordinateur général chez Ferroforum et donc vous travaillez pour tout ce qui est de la mise en valeur et la réhabilitation des friches industrielles. Correct. Merci d'être présent. Et enfin, Simon Edelblut, vous êtes géographe agrégé et professeur à l'Université de Lorraine à Nancy. Vos travaux portent principalement sur les paysages et les territoires industriels, leur genèse, leur formation, leur évolution et surtout leur reconversion pour aboutir à un redéveloppement territorial. Vous avez notamment beaucoup travaillé sur la Grande Région dans la volonté de croiser les expériences de reconversion et la mise en valeur des paysages construits par l'industrie. C'est parfait. Et ben voilà. Pour commencer simplement, rien de tel qu'une définition. Simon, c'est quoi une friche ?
C'est impossible de répondre à ça, en fait. C'est quelque chose sur lequel on travaille de plus en plus. Et la friche, elle est très à la mode avec la fameuse loi climat et résilience et le dispositif ZAN, zéro artificialisation nette, dont vous avez déjà entendu parler, hein, peut-être. Bon, donc, qui condamne un peu l'étalement urbain. Donc, on ne doit plus normalement construire sur des terrains agricoles, des terrains forestiers, etc. On doit construire sur des terrains qui ont déjà été construits. Donc, génial, la friche est là. Donc, on va trouver la friche. Donc là, vous avez quantité de stages de boulot qui se créent. Hein, j'ai pas mal d'étudiants qui sont en stage dans ce domaine-là et où on va leur demander d'inventorier les friches dans une communauté de communes, dans une commune, etc. Et puis, la première chose qu'on se dit, c'est quoi la définition de la friche? Alors, il y a des définitions. Hein, il y a dans la loi, il y a une définition officielle qui est assez récente. Il y a plein de définitions qui traînent, mais il n'y a jamais de seuil de superficie. À partir de combien de mètres carrés, combien d'hectares, etc. À partir de quel degré de dégradation? Je ne sais pas s'il y a une vitre cassée dans un bâtiment, est-ce que c'est déjà une friche, ou si le toit s'effondre ou pas, etc. Bon, il y a plein de questions comme ça qui jouent, et sans parler évidemment qu'il n'y a pas que des friches industrielles. Hein. Bon, là, on va parler beaucoup de ça aujourd'hui, mais on peut avoir des friches dans plein de domaines. Hein. Le mot friche vient en fait de l'agriculture, au départ en français. Donc la friche, au départ, c'est un terrain qu'un agriculteur abandonne, ne cultive plus en fait. Hein. Et puis les broussailles poussent, puis ensuite il y a de la forêt qui repousse. Donc elle quitte naturellement en fait la catégorie de la friche. Et puis ensuite, à partir des années des 30 Glorieuses, on a commencé à utiliser le terme un petit peu dans tous les domaines, et notamment dans l'industrie. Sauf que toutes les autres friches, à part les friches agricoles, elles se résorbent pas toutes seules. Hein, il va falloir qu'on s'en occupe. Alors, si je reviens sur la définition, donc on ne sait pas trop à partir de quelle taille, à partir de quel degré de dégradation. Et puis, il y a un énorme problème aussi quant à la mixité des friches. On a énormément de terrains, de sites industriels notamment, où vous avez encore un petit peu d'activité. Puis, il y a un bout, on travaille plus là-dedans, mais on entretient un peu le bâtiment. Et un peu plus loin, le bâtiment tombe en ruine. Mais bon, le propriétaire, il n'a pas les moyens, l'industriel, finalement, d'entretenir ça. Donc, vous avez beaucoup de friches qui sont mixtes comme ça, à tel point que souvent les industriels vendent au coup par coup quand ça va pas bien. Ils vendent un petit bout, ils vendent un autre bout. Et comme ça, vous pouvez avoir des terrains qui sont récupérés. Certains vont être entretenus, les bâtiments vont être entretenus, et puis on va faire une activité artisanale dedans. Puis à côté, c'est une friche. Et à côté, c'est un terrain où on a rasé le bâtiment, on a mis un jardin. Bon, on peut trouver des tas de choses comme ça. Et ça, c'est très, très difficile à gérer. Donc, répondre à la question définition de la friche, c'est quasiment impossible. Et en fait, chaque acteur, un EPA, une collectivité locale, un département, va mettre au point sa propre définition. Ce qui fait que c'est très dur d'avoir des chiffres précis du nombre d'hectares de friches qu'on peut avoir. Et puis, c'est très dur de comparer d'un territoire à l'autre, parce que chaque opérateur, chaque territoire va avoir sa définition. Et je terminerai, parce que si vous me laissez parler, je vais parler trop longtemps, mais il faudra me dire d'arrêter, que sur le fait que d'un pays à l'autre, ça peut changer. Hein, en français, on va parler beaucoup de friches, mais ce que je dis là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, c'est issu de très nombreuses lectures et recherches. Et beaucoup de chercheurs ou d'acteurs du territoire ont parlé de délaissé, parce que ça n'a pas la connotation peut-être négative de la friche. Donc on va dire délaissé. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'espaces déchets. Et ça, c'est une traduction littérale de l'anglais wasteland. Et en anglais, il y a plusieurs termes aussi. On va parler de brownfields aussi, par exemple. Des champs bruns, en contradiction, en opposition avec les champs verts, les greenfields. Alors en allemand, je ne sais pas. Hein, ou en espagnol, ou en portugais. Donc chaque pays a un peu ses termes, ses mots. Et ça peut, la définition et la représentation change d'un pays à l'autre. Donc c'est très très compliqué de répondre à la question définition de la friche. En fait, je pense que c'est pas... on voit tous à peu près ce que c'est, mais la définir et la délimiter précisément, c'est quasiment impossible. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu historiquement comment les pouvoirs publics se sont emparés du sujet au moment de la fermeture des usines, comment ils se sont dit qu'ils allaient rééquilibrer l'économie des territoires, comment ils allaient prendre en compte les sidérurgistes, la vie des villes qui tournaient autour de l'usine? Alors, en fait, des friches, si on parle vraiment des friches industrielles, c'est quand même le sujet principal ici, des friches industrielles, il y en a depuis qu'il y a l'industrie. C'est-à-dire, on commence à avoir l'industrie au XVIIIe siècle au Royaume-Uni, hein, puis ça arrive en France, en Belgique, etc. Bon, et puis, il y a des usines
usines qui ferment, je sais pas, en 1824, 25, j'en sais rien, on peut avoir des usines qui ferment, mais jusqu'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on a ce cycle-là qui dure sur plusieurs siècles, hein. Mais historiquement, finalement, beaucoup de friches étaient assez rapidement récupérées et l'industrie grandissait, avait toujours plus besoin de terrain, donc il y a toujours en fait un flux entrant de friches et un flux sortant, hein, ça c'est toujours assez classique. Mais ça s'est accéléré avec à la fois l'étalement urbain, hein, et la désindustrialisation. D'abord avec l'étalement urbain pendant les 30 Glorieuses, parce que les villes se sont étalées, et les industriels se sont dit bon on était pas loin du centre-ville, c'était compliqué, donc on va fermer l'usine là. On va pas forcément aller l'envoyer en Asie ou en Europe de l'Est, mais on va la construire dans une zone d'activité. Vous savez, les zones industrielles, les zones d'activité avec ce qu'on appelle des boîtes à chaussures, hein, dans tous les mêmes bâtiments, on va la mettre à l'extérieur. Ce qui fait que le terrain industriel à l'intérieur, il est pas forcément récupéré parce que on préfère construire aussi des lotissements, habiter un petit peu plus loin de la ville grâce à l'automobile. Donc les 30 Glorieuses, qui est pourtant une période de croissance, commencent à produire beaucoup de friches industrielles, avant même la désindustrialisation, hein, parce qu'il y a l'étalement urbain et donc ça laisse des zones vides. On préfère habiter plus loin du centre et venir en voiture en ville. Et puis avec la désindustrialisation, à partir des années 70, 80, 90, là ça prend une ampleur énorme, hein. Et quand on parlait de la définition de la friche tout à l'heure et de la friche industrielle, il faut bien comprendre aussi, vous parlez du lien avec les villes, que la friche industrielle, c'est pas que des usines. Comme l'industrie, ce n'est pas que de l'usine. Du paysage industriel, c'est pas qu'une usine. Derrière le terme territoire ou paysage industriel, en fait, il y a bien sûr les usines qui sont au cœur du truc, hein, les sites industriels au cœur du système, mais il y a toutes les cités ouvrières. Là, il y a les cités d'Italie, pas loin, il y a plein de cités ouvrières, donc les maisons qui étaient construites dans le cadre du paternalisme pour les ouvriers. Il y a toutes les annexes productives, les crassiers, les terris, les barrages, les canaux, les voies ferrées, etc. Tout ça, quand l'usine ferme, ça s'arrête, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça, hein? Et puis il y a l'usine principale, mais il y a les usines secondaires, les sous-traitants, etc. Donc ça. Et puis autour de ça, il y a les annexes non productives. Je parlais des logements des ouvriers, les logements des cadres, les châteaux des patrons, hein. Moi je suis vosgien, hein, ça s'entend certainement à mon accent. Dans les Vosges, on a quelques châteaux patronaux qui sont abandonnés et puis qui tombent en ruine et qui sont des friches en fait, hein, mais des friches industrielles qui n'ont pas l'air d'être industrielles puisque ce sont des châteaux patronaux. Donc il y a plein de choses aussi, des anciennes coopératives, des foyers sociaux, etc., qui peuvent vraiment partir en friche, hein. Et donc c'est tout le territoire qui est touché, pas seulement finalement le lieu où on produisait, hein. Je parle même pas des thématiques de pollution, etc., on y viendra peut-être un peu plus tard, hein. Mais c'est tout le territoire qui est touché, et le film était très très bien, hein. Ce qui a été montré là, c'était vraiment fantastique. Il y a le terme de deuil qui a été utilisé, hein. Et le deuil, c'est les sociologues qui ont théorisé ça et qui ont vraiment expliqué ça. Dans tout territoire post-industriel, il y a d'abord une phase un peu d'incrédulité. Donc en géographie, on va dire d'inaction, parce que on n'y croit pas, on dit ça va repartir comme par un miracle, ou on va racheter l'usine, ça va repartir en quelques semaines, et puis c'est bien. Donc ça, c'est l'incrédulité, on fait rien, hein, c'est l'inaction. Puis après, il y a une phase de deuil, et pendant la phase de deuil où on fait son deuil, malheureusement, on est tous on connaît tout, on sait tout ce que c'est qu'un deuil. C'est pareil pour une société sur un territoire post-industriel. Donc faire son deuil, ça veut dire ne pas forcément oublier la personne qu'on a perdue, mais ça veut dire tourner la page, avancer. Hein, et c'est pareil pour le territoire industriel. Il faut avancer, tourner la page, et il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des destructions, hein, qui disent, on en parlait dans le film tout à l'heure, il faut détruire, il faut faire autre chose, hein, c'est terminé. Et c'est seulement lorsque ce deuil est fait, que finalement on commence à se dire, tiens, heureusement on n'a pas tout détruit, ça on va le conserver. Ça fait partie de notre identité locale. Et pour redévelopper le territoire, il faut s'appuyer sur ces racines-là. Alors je veux pas monopoliser la parole, hein, il faut m'arrêter, parce que je peux partir dans plein de secteurs. Votre question, c'est vraiment sur la ville, hein, le lien entre la friche et la ville. Ma question, c'était comment les pouvoirs publics ont pris en compte le fonctionnement de la ville qui tournait autour de l'usine pour en faire un avenir. Je dirais les pouvoirs publics le prennent pas en compte forcément rapidement, hein. On commence à recenser les friches industrielles dans les années 60, 70, on commence à avoir des gros recensements. Et ce qu'on recense, c'est essentiellement des trucs comme ça, hein. Donc on fait des inventaires, des recensements, c'est-à-dire des grosses friches industrielles, hein. Et par contre, on oublie complètement, alors je pars encore de côté, je suis désolé par rapport à la question, on oublie complètement toutes les micro-friches, les petites friches, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Il y a une infinité dans les campagnes,
pas une petite usine qui a fermé, oubliée au fond d'une ruelle de village, et puis qui est là depuis des fois de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, hein, des fois très anciennement comme ça. On oublie tout ça. Donc, mais les pouvoirs publics se sont vraiment occupés de ça d'abord. Et puis après, en fait, les friches ont intégré finalement toutes les législations sur l'aménagement du territoire, hein, les plans d'occupation des sols, enfin en France, hein, mais dans chaque pays, on a quand même ces thématiques d'aménagement du territoire qui se sont beaucoup développées à la fin du XXe siècle et qui font plein d'emplois pour mes étudiants, donc c'est très bien. Donc ça c'est bien. Et il n'y a pas vraiment de prise en compte, si ce n'est depuis la fameuse directive ZAN, là dont on parlait tout à l'heure, de la friche en tant que telle. Hein, ça intègre finalement les politiques d'aménagement du territoire. Au début, on accepte plutôt l'étalement urbain. On se dit on va zoner, on va mettre toutes les usines dans une zone industrielle, on va mettre les lotissements, les grands ensembles à tel endroit, les commerces à tel endroit. Hein. C'est un petit peu la politique qu'on a jusque vers la fin du XXe siècle. Hein. Et puis là-dedans, les friches, elles rentrent dans le j'allais dire, le flux foncier habituel. Et c'est vraiment que très récemment qu'on commence à prendre en compte ça avec cette idée d'arrêter l'étalement urbain, avec cette directive zéro artificialisation nette de la loi climat et résilience de 2021. J'ai bien appris ma leçon pour me rappeler les dates. Merci. Vous parliez du sentiment qu'on retrouve du coup à l'issue de la fermeture de l'usine, donc ce deuil. Mais est-ce qu'on remarque une évolution dans la perception des friches industrielles à travers le temps? La question aussi pour vous tous les trois, que si vous avez des choses à apporter. De par vos travaux aussi, vous avez certainement des prismes différents sur la question. Je vous laisse parler parce que sinon je vais parler longtemps. Hélène ? Beaucoup de choses ont déjà été dites. Hein. Et effectivement, alors moi je fais du coup la bascule avec l'aménagement du territoire. Et effectivement, la loi ZAN, la loi climat et résilience qui inclut ce fameux ZAN, c'est un tournant puisque depuis lors, on a mis un peu le compteur en marche. Quoi. On s'est dit attention. Alors j'ai plus les dates exactes, mais en gros, je crois que c'est d'ici 2050, on n'aura plus le droit d'artificialiser du tout. Et entre-temps, on va réduire progressivement dans les PLU, dans les SCOT, dans tous les documents qui encadrent l'urbanisme, on va réduire les possibilités d'artificialiser, donc d'aller sceller, comme ici, vous voyez, le terrain, il absorbe plus d'eau, il absorbe plus de carbone, il est scellé, quoi. Donc l'idée, c'est que finalement, ça, on arrête. Donc évidemment, ça remet un coup de projecteur sur les friches. Et de délaisser de terrain dont on se dit oh là là, qu'est-ce qu'on va en faire, de terrain un peu qui n'a plus de vocation. Ça devient des sites qui, d'une part, deviennent les sites qu'on peut aménager en priorité. Et deuxièmement, je trouve depuis quelques années aussi, parce que moi, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je travaille sur le sujet, je me rends compte qu'il y a un peu plus d'appétence vers le sujet de la friche qu'il y a pu avoir par le passé. Ça devient un peu à la mode, c'est un peu ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Je voulais rebondir aussi sur ce qui a été dit parce que c'était super riche et très intéressant. Je rajouterais que parmi le patrimoine des friches, il y a ce qui se voit et ce qui se devine, voire ne se voit pas. Il y a beaucoup de friches, celles sur lesquelles j'interviens, par exemple, c'est des friches qui... on parle par exemple de la friche de Micheville. Dans les années 80, tout a été mis à zéro. Parce qu'il fallait pas laisser des bâtiments dont on savait pas trop à quoi ils pourraient servir, c'était dangereux. Donc c'est la politique de l'époque. C'était même pas tellement, d'après ce que j'ai pu en comprendre, en tout cas, c'était pas tant la volonté de faire table rase du passé que la volonté de faire en sorte que personne n'aille se blesser dans ces bâtiments, quoi. C'était un peu ça. Donc 50 hectares mis à zéro. Et mais qu'est-ce qui reste ? Il reste des plateformes. Il reste un paysage, qui ressemble à rien de naturel, des plateformes complètement plates dans une vallée encaissée, ce qui est très bizarre. Il reste des murs de soutènement un peu planqués partout. Il reste des surprises dans le sous-sol. Hein, c'est comme la boîte de chocolat. On l'ouvre, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Il reste plein de choses finalement insoupçonnées et ça devient assez difficile de tracer l'histoire et de redonner, de retracer le lien avec l'historique de ce site. Ouais.
Merci. D'autant plus qu'elle est friche récidiviste. Hein, c'est-à-dire que, en plus, Hélène vient de parler des friches nues. Hein, en géographie, on appelle ça des friches nues. C'est-à-dire, ça a été rasé, et puis on a mis des. Il y a quand même quelques arbres, hein, un petit peu de pelouse, hein, un petit peu. Mais qui ont bon, de la peine à pousser. Mais c'est super, oui, c'est super pollué en dessous, c'est encombré et tout. Puis il y a les friches récidivistes. Alors ça, dans les Vosges, on connaît bien, dans les vieilles usines textiles. Alors c'est abandonné. Une partie de l'usine est abandonnée, ou l'usine est abandonnée. C'est récupéré par quelqu'un au bout de 2-3 ans, après un enfrichement. Hein. Donc il retape un petit peu, puis il refait le truc. Il y a une activité différente, hein, donc ça peut être encore de l'industrie, de l'artisanat, ce que vous voulez, voire des logements. Hein. Et puis après, c'est encore abandonné, puis ça retombe, c'est récupéré, etc. Donc il y a 2-3 comme ça cycles. Hein. Et après, on ne sait plus du tout ce qu'il y a eu en matière de pollution, en matière d'encombrement. L'histoire se perd. Alors autant, souvent, on a pas mal de documentation au temps de l'apogée de l'industrie, quand ça va bien, autant après, on ne sait plus rien du tout. Et merci. Donc Hélène, vous disiez qu'il y a un phénomène un peu de mode, si on peut dire, autour de la friche, même si c'est peut-être un peu fort comme mot. Michel, comment vous ressentez ça, peut-être d'un côté plus artistique ou d'un côté plus, on va dire, sociétal, autour de la friche? Et comment aujourd'hui on arrive à cela, alors qu'on voit au début du reportage des sentiments de rejet quasiment de personnes qui ne peuvent même plus voir le bâtiment, et comment aujourd'hui la friche est en fin de compte un élément artistique et même quelque chose qui permet de faire du lien. Oui, question aussi complexe. Je peux parler peut-être plus du contexte luxembourgeois. Vous savez qu'on est un pays assez petit, de 2000 km², donc on a une grande pression pour l'immobilier. Effectivement, on a décidé de réurbaniser les grandes friches sidérurgiques. Et dans ce contexte, il y a bien sûr les activités entre guillemets transitoires qui viennent, qui sont soit demandées, recherchées ou qui naissent dans les sociétés, qui sont motivées par les citoyens. Et effectivement, l'art ou la culture peut jouer un rôle, mais pas que de transition. Je veux dire que souvent, si on parle de notre contexte, en tout cas notre rôle de Ferroforum ou d'autres projets qu'on fait aussi à Dudelange, comme la Décollectif, c'est de faire ces liens et sur différents niveaux, pas que de décorer les friches par quelque chose de superficiel. C'est vraiment une réflexion par rapport à ce passé, par rapport à ce patrimoine dont nous sommes issus. Hein. Comment réagir à ça, c'est thématiser ce passé sans trop le glorifier et de proposer des activités qui mettent à l'honneur, bien sûr, mais qui ouvrent à autre chose. Si on parle de l'atelier central de Chifflange, ça a été un lieu de travail, mais ça devient aussi un lieu de rencontre et de vie à nouveau. Et voilà, il y a beaucoup plus de choses à dire encore. Je voudrais juste dire, en matière de culture, en fait, la fascination pour l'industrie, y compris la friche, elle commence, moi je dirais, au moment où l'industrie commence à s'effondrer, en fait, à aller mal, hein, dès les années 1970-80. On commence à voir, notamment dans les années 1980, moi je suis un ado des années 80, donc vu l'âge que j'ai, il y a pas mal de romans, de bandes dessinées, les bandes dessinées de Baru, par exemple, hein, qu'on connaît bien ici, de musique aussi, hein, de groupes de musique qui s'inspirent d'esthétique industrielle, de films. Alors, vous avez peut-être vu le film The Full Monty, c'est un film où, à Sheffield, en Angleterre, dans une ville de l'acier, où vous avez une bande d'anciens sidérurgistes, donc qui se retrouvent au chômage, et qui montent finalement un groupe de stripteaseurs, de Chippendales, et ça se passe dans les friches industrielles, ils s'entraînent là-dedans, donc l'industrie, le décor industriel, la friche est un personnage du film. Si vous regardez les pochettes de disques des années 80,
80, Dépêche Mode, Big Country, Pink Floyd aussi. Hein. Il y a des usines sur ces pochettes de disques-là. Hein. Donc il y a une fascination qui commence là et qui continue à se développer, je dirais, avec l'urbex par exemple, hein, mouvement que vous connaissez bien peut-être. Et puis dans la décoration, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont des verrières dans leur maison, dans leur appartement. Vous savez, ces grandes verrières, ça vient de l'industrie aussi. Hein. Donc ça a donc marqué notre identité, notre culture. Et pour finir, il y a des films aussi, hein, de plus en plus en France, qui sont dans ces territoires industriels, dans ces paysages industriels. Il y a Leurs enfants après eux, qui a été tourné tout près. Hein, donc on voit les hauts fourneaux de Hayange. Et puis il y en a un qui a eu un très très grand succès l'année dernière, qui s'appelle L'Amour Ouf. Alors c'est pas en Lorraine, hein, mais peut-être certains l'ont peut-être déjà vu, et qui se passe dans le Nord. Et il y a énormément de scènes qui sont à Dunkerque, dans l'usine ArcelorMittal, dans les cités ouvrières autour, etc. Donc il y a un autre film qui a été tourné ici là, avec Vincent Lindon, mais j'ai oublié le titre. Je ne sais plus comment que c'est. Jouer avec le feu. Jouer avec le feu, c'est ça. Où on voit d'ailleurs le bâtiment qu'il y a derrière le U4. Là, il y a des scènes qui sont tournées là-dedans. Donc il y a cette esthétique industrielle et cette culture industrielle. Une collègue, Sylvie Davier, qui a fait sa recherche là-dessus. Elle est en retraite maintenant, cette dame-là, hein, sur la culture industrielle à partir de la Lorraine d'ailleurs. Hein. Elle est partie un petit peu de ce qui se passe en Lorraine et qui aussi entre rejet et fascination. Mais la fascination, elle devient de plus en plus forte, je dirais quand même. Hein. Le deuil est en train un petit peu de passer, même si c'est pas facile, si c'est difficile. Et les discours qu'on entend aujourd'hui sur la réindustrialisation, il faut réenchanter l'industrie, etc. Alors, c'est pareil, c'est comme Lausanne, on ne sait pas trop si ça va durer. Hein, donc, mais la loi est passée, mais bon, on entend sans arrêt dire il faut arrêter, il faut changer, etc. Il faut remettre ça en cause. Donc, il y a une volonté de réindustrialiser dont vous avez tous entendu parler. Alors, ça a du mal, ça bat de l'aile en ce moment, on le sait tous, hein, mais qui montre bien qu'il y a une volonté un peu de réenchanter l'industrie et que le deuil peut-être quand même arrive à sa fin. Et je terminerai sur le fait qu'il y a pas mal d'industriels aujourd'hui, j'en connais quelques-uns en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges, qui veulent qu'on voie leur usine. Hein, qui disent, finalement, on est fiers de notre fabrication. Il y en a marre d'être dans des boîtes à chaussures, là, vous savez, ces usines toutes carrées. Hein. Bon, on les voit même plus, les usines aujourd'hui. Elles sont banales, diluées dans des zones d'activité. On ne sait plus si c'est une usine, un entrepôt ou de la logistique ou je sais pas quoi. Et il y a pas mal, je connais quelques industriels, et c'est pas qu'en France d'ailleurs, hein, qui mettent un peu plus d'argent dans leurs bâtiments, hein, et puis ils font quelque chose d'un peu original. Alors beau, pas beau, c'est même pas la question. Des fois, c'est un peu kitschouille, hein, mais en tout cas, c'est visible. Hein, ils mettent des rideaux de métal, des murs miroirs, enfin des choses. Il y en a quelques-uns comme ça entre Nancy et Metz. Hein, vous pouvez les voir le long de l'autoroute. Hein, et j'en connais dans les Vosges aussi. J'en connais au Danemark. J'en connais aussi à Pompée en Meurthe-et-Moselle, par exemple, où on met un peu plus d'argent. Et l'industriel veut qu'on voit son usine, est fier de son activité. Il dit voilà, moi je fais une activité qui emploie des gens, qui fait vivre la région, etc. Et puis ça marche bien. Regardez, je suis capable de faire un bâtiment et de mettre un peu d'argent dans l'esthétique, hein, ou en tout cas dans le paysage, en quelque sorte. Donc ça, c'est plutôt positif. Moi qui suis plus âgé des trois, je vois quand même de partie d'une époque où c'était l'effondrement, où on voulait raser, on voulait cacher, on voulait plus trop voir ce qui s'était passé, à une époque où on parle, le fait qu'on soit là même aujourd'hui, hein, et puis ce qui a été fait ici, ça montre bien qu'il y a quand même une évolution vers une acceptation de ces difficultés industrielles et puis une reconnaissance de cette culture et de cette identité industrielle des territoires. Il faut que les gens y soient fiers dans ces territoires, de cette histoire-là. Et Hélène, vous qui travaillez au quotidien justement pour faire vivre ces friches, comment est-ce qu'on fait pour trouver un équilibre qui reste serein avec les populations, qui est cohérent avec l'histoire, pour allier la conservation patrimoniale et l'innovation, tout en respectant des schémas viables? Est-ce qu'il y a des schémas récurrents qui existent, qui sont faits? Est-ce que vous pouvez nous parler d'exemples que vous avez expérimentés? Alors, avant de répondre, d'essayer de répondre, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que je trouve que c'est très important. Vous avez évoqué le zoning finalement, hein. Oui, cette espèce d'approche de l'aménagement du territoire qu'on a connu depuis de nombreuses années. On se disait finalement il y a des endroits où on habite, hein, les lotissements, où on a notre jolie petite maison avec un jardin qui fait tout le tour. Ça, c'est très important que la maison fasse 4 façades. On a une zone commerciale avec des boîtes à chaussures et des commerces dedans. Et puis on a une zone industrielle où on va travailler. Et on rejoint ces 3 endroits-là avec une voiture. C'est un peu le mode de vie finalement qui est induit par l'aménagement du territoire qu'on a connu, plus ou moins à l'époque des 30 Glorieuses. Hein, je n'ai pas forcément les données scientifiques, mais enfin c'est ça. Et c'est précisément ça, je crois,
qui a produit en tout cas les friches sur lesquelles moi je travaille. Et quand je pense à ça, je me dis, il y a plein d'autres friches en devenir autour de nous, les friches commerciales, voilà. On est au début des friches. Et ça, c'est vraiment à la fois porteur d'espoir, mais aussi ça amène à se dire, bon, on fera des bêtises. En tant qu'aménageur, on prend des décisions pour les 100 ans à venir. C'est sûr qu'on va faire des conneries. On a initié certains projets d'aménagement avant le Covid, on fait forcément des erreurs. Donc, il faut réfléchir de manière à pouvoir faire évoluer les projets, d'une part, et donc, au regard de ce qui vient d'être dit, un point qui est extrêmement important, c'est la mixité. C'est-à-dire créer des quartiers dans lesquels on ne fait pas que du logement, mais dans lesquels on va proposer des espaces pour des activités qui ne seront pas que du tertiaire ou que du service, mais aussi des commerces, et pourquoi pas de l'artisanat, et pourquoi pas de la petite industrie, comme c'était le cas autrefois. La maison de ma grand-mère en Ardèche, il y a un atelier au rez-de-chaussée qui est très haut de plafond, où on faisait de la soudure. Et c'est très bien. Et ça ne gêne pas les voisins. Donc on peut imaginer un cadre de vie qui permette d'avoir dans une certaine unité de lieu et qui permette aussi de vivre bien, d'avoir une qualité de vie, une mixité de ces dites fonctions. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est théorique et c'est très beau. La question, c'est comment on fait pour transformer une friche en un quartier, qui soit un quartier mixte, donc, sachant que chaque fonction, l'habitat, l'artisanat, le commerce, les services, etc., génère des coûts différents en termes d'aménagement, en termes de construction, et génère des recettes différentes aussi. Et malheureusement, généralement, ce qui coûte le plus cher n'est pas forcément ce qui rapporte le plus. Et donc, c'est tout un jeu d'équilibre, c'est tout un jeu qu'on appelle la programmation, en fait, qui est mise en œuvre à ce moment-là. Alors, pour répondre à votre question, paradoxalement, avec les populations... on fait beaucoup d'actions de concertation avec les populations. Et là, c'est pareil, il y a un petit peu quelque chose qui est de l'ordre du paradoxe. En tant qu'aménageur, c'est au début, quoi. C'est quand on commence à investir un site qu'on a vraiment besoin de ce contact avec la population, parce qu'on veut savoir ce que les gens d'ici ont dans leur tête par rapport au site, quels souvenirs ils ont, comment ils se projettent, qu'est-ce qu'ils imaginent. Et le problème, c'est que quand on intervient à ce moment-là, qu'on fait de la concertation, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on reçoit ? Soit pas grand-chose, parce qu'en fait, c'est pas très mobilisateur, malheureusement, soit des retours de personnes qui sont déjà là et qui ont juste envie que rien ne bouge, parce qu'ils ont peur de ce changement-là, et c'est bien normal. Et finalement, les retours de concertation, on finit par les avoir beaucoup plus tard. Par exemple, quand on va poser des questions hyper concrètes, comme par exemple, là, il y a un espace public, qu'est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on met des jeux pour les enfants ? Est-ce qu'on met un terrain de boules ? Qu'est-ce que vous voulez, quoi ? Et le vrai retour, à mon sens en tout cas qu'on a, c'est quand on voit les gens qui vivent, quand on voit les gens qui pratiquent ces espaces. Juste une remarque, peut-être qu'il faut essayer de trouver un urbanisme qui soit plus organique, plus adaptable au fur et à mesure. C'est exactement ça. Et c'est loin d'être simple, surtout sur une friche, parce que sur une friche, comme on le disait tout à l'heure, le terrain, il a un passé. Et en fonction du sol, on ne peut pas forcément se dire « Ah tiens, je vais y mettre une école. Ah ben non, finalement, je vais y mettre une crèche. Ah ben non, non. En fait, à partir du moment où on a dit que l'école, elle sera là. Parce qu'on a dépollué le site en fonction. On a pu voir notamment lors du court reportage que l'usine ne s'arrête pas juste au poste, que l'usine c'est notre vie à part entière, notamment le monsieur avec le pull rouge quand on voit si ému de la fermeture. Comment aujourd'hui, Michel, vos actions permettent de faire revivre cette mémoire et de parfois retrouver ce sentiment d'appartenance qui était très fort lors du temps de l'usine? C'est un des buts comment dire, ceux qui ont envie de revenir, parce que pas tout le monde veut retrouver son usine. Hein. Il y en a aussi qui veulent, justement plus voir ni en parler, mais des actions qui sont, je donne un exemple, le Fire Oven, c'est une soirée qu'on fait depuis 3 ans. Donc dans l'atelier qui fait 3000 m², on fait une coulée de fonte, mais on a aussi des concerts et des dancing à côté. Donc l'idée, c'est un peu de ramener ces aspects usine et extra-usine de l'époque
comme il y avait partout dans la région. Donc, de concentrer ça dans un endroit et que le patrimoine original de l'espace puisse donner vie à des rencontres avec l'artisanat, la production, mais aussi l'aspect convivial et l'échange. Et c'est des actions qui permettent justement l'entrée à différents niveaux, pour ceux qui veulent juste venir voir, mais les autres retrouvent des gestes à la fois du faire, mais aussi les mouvements de danse qu'ils ont peut-être oubliés. Et c'est un des défis, effectivement, de faire rencontrer les différents modes de vie, de patrimoine. Et ça fonctionne pas trop mal, mais effectivement, comme je disais, il y a ceux qui sont loin de l'usine et qui ne veulent plus y revenir. Mais justement, donc comment faire maintenant pour éviter la perte de la mémoire industrielle auprès des jeunes générations, et comment créer un lien renouvelé envers cette histoire? Comment éviter d'être toujours dans le passé mais tourner vers le futur concrètement? Justement, c'est un des buts du projet. Déjà, notre équipe, on est une trentaine de bénévoles entre 18 et 75 ans. Donc, le plus jeune termine son apprentissage chez ArcelorMittal, et le plus vieux, il a fait son apprentissage il y a 50 ans chez nous, dans l'atelier. Donc, c'est ces générations qui se rencontrent dans le projet, dans les activités qu'on fait, dans les ateliers, les workshops, les festivités, mais aussi au-delà. Et justement, on veut éviter déjà d'être un musée et de faire qu'un cours d'histoire, mais vraiment être dans l'action. Et c'est dans cet échange-là que cette transmission se fait et les histoires se transmettent. Et justement, là, l'usine est fermée depuis 12 ans, donc ça reste assez récent. Mais dans le futur, on sera... Je ne sais pas si vous connaissez le site Metzeschmelz entre Esch et Chifflange. Donc, ce sera un nouveau quartier de 10 000 habitants, construit de façon assez dense. Et si nous, on peut rester sur le site, on l'espère, on sera en plein milieu dedans. Et c'est à voir sous quelle forme on pourra proposer des activités, justement avec ce même esprit, mais avec une ouverture encore plus grande pour le nouveau voisinage qui sera là, et qui sera forcément encore plus éloigné du patrimoine sidérurgique. Et du coup, Hélène, justement, il y a un vrai défi autour de la construction de nouveaux quartiers. Comment, en fait, on arrive à faire vivre ces différentes générations avec des ressentis très différents, avec des souvenirs très différents, et de réussir à les faire cohabiter autour d'un et même lieu qui est celui des friches? Oui, alors... Je vais peut-être répondre sous l'angle de l'architecture. Bien sûr. C'est pas la seule réponse, mais je pense que c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. Ça fait partie du travail un peu souterrain, un peu invisible qu'on mène en tant qu'aménageur. Parce que finalement, l'aménageur, à la fois, il conçoit les espaces publics, tout ça, donc en fonction du passé du sol. Et c'est à la fois en fonction de la mise en valeur qu'on peut faire de ce qui reste. Par exemple, les murs de soutènement. À Micheville, il y a des murs qui sont monumentaux et qui sont mis en valeur par l'aménagement. Il y a le cours de l'Alzette sur lequel on va également travailler parce qu'il mérite d'être valorisé. Et puis, puis il y a ce sujet de l'architecture. Et ça se passe dans le dialogue avec les architectes. Quand on conçoit les projets immobiliers avec eux, c'est toujours un dialogue entre nos urbanistes et les architectes. Et ce dialogue, il est vraiment nourri par l'histoire du site. Donc, par exemple, on va réinterpréter les maisons de cité, mais aussi les maisons de maître. On va reprendre un certain nombre de points. Par exemple, la colorimétrie. La colorimétrie, c'est quelque chose d'assez important, d'assez subtil. On va retravailler aussi sur parfois des sheds, parfois... Enfin bref, les architectes, chacun à leur façon, ils ont tous leurs pattes, mais ils essayent d'intégrer leur
projet, leur bâtiment dans l'histoire du site, sans pasticher. Il ne s'agit pas de refaire des pseudo-usines avec des logements dedans ou de faire des lofts ou je ne sais quoi, parce que ce serait un petit peu ridicule. Mais voilà, il y a quand même un air de famille, je dirais, avec le bâti existant, parce que, comme vous l'avez souligné, il y a encore beaucoup de bâtiments qui demeurent, en fait. Les cités minières, les bâtiments du collectif, quoi, la piscine à Micheville, enfin bref, la mairie, voilà. Donc tous ces bâtiments-là, ils restent, et donc il faut trouver un air de famille, il faut réussir, et c'est pas facile, parce qu'il y a les volumes aussi qui sont un peu différents, mais réussir à faire en sorte que le nouveau quartier s'intègre quand même un petit peu avec l'existant. Et alors, je sais pas si c'est il y a beaucoup de gens qui, quand ils viennent à Micheville, ils voient le nouveau centre culturel, l'Arche, qui, il est vrai, a été largement inspiré d'un bâtiment qui était présent sur le site, mais qui a été démoli quand l'usine a été démolie. Et il y a beaucoup de gens, quand ils connaissent pas, ils demandent si c'est un bâtiment industriel qui a été réhabilité. Bon, c'est pas le cas. Et justement, donc depuis le début, on a listé plusieurs modèles de réhabilitation de friches. Simon et Hélène, peut-être que vous pourriez nous raconter un peu, aujourd'hui, en termes d'occupation, d'appropriation des publics, en termes d'équilibre économique, en termes de modèles qui ont été multipliés, quel type de friche fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui est le plus réparti sur le territoire? Oui, en fait, il y a eu énormément de reconversions au départ. Hein. On est beaucoup allé vers la culture, en fait, de façon assez informelle, et puis ensuite un peu plus officiellement. Hein. Donc, il y a pas mal de friches qui ont été récupérées par des collectifs d'artistes, souvent. Hein. On appelle ça les manufactures culturelles, la friche de la Belle de Mai à Marseille, etc. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Hein, et la culture a joué un grand rôle, et notamment un rôle de sas, hein, qui permettait de préserver parfois un petit peu de façon un peu scabreuse, mais quand même préserver certains bâtiments, hein, et d'arriver finalement ensuite à les récupérer pour autre chose. Hein. Donc les artistes aimaient bien aiment bien ce genre de bâtiments où finalement une certaine liberté de pouvoir les aménager ou de les mettre à son goût en quelque sorte. Hein. À Nancy, il y a une ancienne brasserie, enfin à Maxéville, hein, au nord de Nancy, dans la banlieue, il y a une ancienne brasserie comme ça qui était devenue ça s'appelait le Totem, le territoire organisé de façon merveilleuse. Je ne sais plus exactement l'acronyme, mais le M, c'était merveilleux. Donc, il y avait donc des sculpteurs, des peintres, il y avait des acteurs aussi, hein, qui tout régulièrement faisaient des représentations. Et c'était au départ pas officiel. Et puis petit à petit, les communes, les propriétaires se rendent compte qu'il y a un certain intérêt. Donc on arrivait à signer des baux précaires avec ces collectifs d'artistes, hein, pour les maintenir en place jusqu'à ce qu'on trouve finalement autre chose à faire dans le lieu. Donc la culture a joué vraiment un grand rôle, d'abord de façon un peu informelle, et puis ensuite de façon plus formelle. On a remplacé... Il y avait un déficit culturel souvent dans les territoires anciennement industrialisés, hein, parce que c'était le boulot, c'était l'usine. Il pouvait y avoir il y avait des associations, il y avait des fanfares, il y avait des clubs de foot, il y avait des tas de choses comme ça, hein, dans le paternalisme. Mais globalement, il n'y avait pas tous les services culturels qu'il y avait dans une grande ville comme Metz ou Nancy, par exemple. Hein. Donc, on a fait venir des salles de spectacle, ça s'y prête pas trop mal parfois, hein, les usines. Hein. Ou les anciennes usines, ça dépend quel type, mais ça peut s'y prêter. Des théâtres, et puis beaucoup de musées aussi, hein, en lien avec la mémoire, c'est aussi de la culture. Hein. Tout à l'heure, dans le film, je sais plus qui c'est qui a parlé du musée d'Atu. Je crois que c'était dans le film en Belgique. Hein. Ce musée-là, alors, je sais pas s'il y a des gens du coin dans le public, hein, mais il est en train de mourir quand même. Hein. Il ouvre que sur demande, je crois. Hein. Moi, j'y vais tous les ans avec mes étudiants pour leur montrer l'extérieur, en fait, hein, l'ancien site sidérurgique. Et tous les ans, au début, quand j'y allais, il y a 10 ans, 15 ans, c'était ouvert tout le temps. Après, c'était ouvert que le samedi. Puis maintenant, ça ouvre que sur demande. Donc, les musées industriels, ils ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent pas de façon pérenne, longue, si on les améliore. C'est pas le mot améliorer
n'est pas le bon, hein, mais si on les complète pas par d'autres choses, c'est exactement le cas ici. Hein, c'est pas qu'un musée ici. La preuve, on est là, voilà. Donc ce serait qu'un musée, au bout d'un moment, j'allais dire un peu tout le monde l'a vu, même, enfin, il est quand même particulièrement spectaculaire celui-là. Hein. Mais le musée d'Atu, c'est 2 bâtiments, puis vous avez 2-3 collections quelques collections à l'intérieur. Donc on a un peu fait le tour assez rapidement, quoi. Donc c'est quelque chose qui périclite. Donc ces musées-là, je connais bien le musée textile de Ventron dans les Vosges, à un moment ils périclitaient parce qu'ils n'arrivaient pas à se renouveler. Et puis le département a mis un peu d'argent, même beaucoup d'argent, et ils ont fait d'autres activités complémentaires pour les scolaires, etc. Et maintenant ça reprend bien vie. Alors il y a la culture, et puis après il y a plein d'autres choses. Je ne vais pas monopoliser la parole encore une fois. Hein. Donc la culture, à mon avis, c'est quand même un peu un point de départ quand même dans la récupération des friches. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez, à condition d'avoir les moyens, évidemment. Hein. Donc c'est vrai qu'au Luxembourg, on arrive à faire des belles choses parce qu'il y a quand même des moyens. Hein. Mais en France, c'est peut-être un peu plus difficile. Et pendant la phase de deuil, il y a eu beaucoup de substitutions. On n'a pas parlé, ça. C'est-à-dire un industriel se met à la place de l'ancien industriel. Donc c'est une récupération de friches quelque part. Hein. Donc on essayait de substituer comme ça. Bon. Et puis on peut avoir des artisans, on peut avoir des logements, les usines à étages en briques qu'on a beaucoup dans le Nord ou au Royaume-Uni se prêtent bien, justement, on parlait des lofts tout à l'heure. Hein. Bon, on fait même des logements dans les usines à sheds. Vous savez, les sheds, c'est ces usines avec les toits en dents de scie. Alors, dans les Vosges, il y en a plein comme ça. Hein. Et alors c'est bizarre de faire des logements là-dedans parce qu'il n'y a pas de fenêtres sur les côtés. Hein. Mais ils arrivent, alors j'ai vu ça en Normandie, ils évident 2 sheds, hein, et puis ça fait une cour intérieure, on peut mettre des fenêtres, etc. On met aussi de l'éclairage zénital, hein, des Velux si vous voulez, hein. Et on arrive à avoir des super appartements comme ça. Et puis ça peut être, j'ai vu une école d'architecture dans une ancienne usine à Rouen par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Ça peut être une renaturation. Hein, c'est-à-dire qu'on se dit on va faire un parc en fait. La fameuse usine de Seveso, là, enfin pas tout à fait l'usine en fait, la zone qui a été contaminée par la dioxine à Seveso en Italie, c'est devenu un parc. Hein. Ils ont encapsulé les terres polluées, donc ils les ont confinées en fait, hein, en quelque sorte, hein, dans des capsules. Ils ont mis de la terre dessus, ils ont mis des végétaux, etc. C'est devenu un parc. Vous avez les mères qui trimballent ou les pères aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Hein, donc leurs gosses avec les poussettes, etc. dans le parc. Donc il y a plein d'autres choses. Et je vais laisser les autres aussi présenter tout ce qui peut être fait. Il n'y a pas de limite à condition qu'on ait les idées, les moyens quelque part. Hein. En 2025, il y a quand même et ça fait bientôt plusieurs années quand même, Dieu merci, qu'on a un nouvel angle à aborder, celui de l'écologie. Comment on le prend en compte maintenant dans la réhabilitation des friches industrielles ? Tous les 3, vous pouvez... Alors, ça permet justement de rebondir sur ce qui vient d'être dit. La question que vous posiez tout à l'heure, c'est comment on fait. Alors, quand on dit il faut les moyens, en réalité, pour qu'il y ait les moyens, ça veut dire qu'il y a suffisamment de pression foncière pour absorber les surcoûts qu'implique l'aménagement de la friche. Donc ça veut dire qu'au fin fond de la Creuse, aménager une friche pour en faire un écoquartier super ambitieux, ça va être compliqué. C'est plus facile à Metz ou à Nancy. C'est un peu plus facile, ou à la frontière luxembourgeoise ou au Luxembourg, parce qu'il y a une pression, il y a des gens qui ont besoin de se loger, de se rapprocher, et donc voilà. Cette parenthèse est enfermée. Deuxième point, c'est pas parce qu'une friche, c'est un site qui est impacté, où il y a de la pollution, des encombrements et tout ça, qu'il n'a pas de valeur écologique. Dans une friche, il peut y avoir énormément de biodiversité, il peut y avoir de la faune, de la flore, il peut y avoir des espèces protégées. Et c'est très souvent le cas. Alors, au niveau de l'EPA, la méthode qu'on a employée, c'est de faire de la compensation à l'intérieur même de nos friches. En gros, la méthode un peu habituelle, c'est de dire, admettons que sur un terrain qui fait 100, j'ai 20 hectares de zone humide, il va falloir que je la compense, c'est-à-dire que je vais aller préserver une zone humide ailleurs, et ça m'autorisera à détruire celle-ci. Ça, c'est la méthode un petit peu classique. Évidemment, on évite de plus en plus. Aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on appelle l'approche ERC, éviter, compenser, je ne sais plus quoi. Bref, toujours est-il qu'on évite au maximum d'aller impacter des terrains naturels. Donc, ce qu'on fait, c'est que, avant même de commencer à concevoir le futur quartier, on fait une cartographie.
une cartographie de la faune, de la flore, de tout ce qui se trouve sur ce site. Et on va construire, par exemple, on va créer des corridors de biodiversité là où la biodiversité est déjà. Vous avez des lézards des murailles, et ben on sait que là, il va falloir penser à mettre des murets en pierre, etc., etc. Et ça va très loin parce que, y compris dans la conduite du chantier, on va faire en sorte de pas trop, on va pas dire qu'on les gêne pas, mais de pas trop perturber la biodiversité. On a un cas sur un ancien crassier sur lequel il y a une zone humide, et pour gérer l'eau, enfin bref, il était nécessaire malgré tout d'intervenir sur cette zone humide. Mes collègues ont dû attendre 1 an qu'une petite libellule se réinstalle un peu plus tard, un peu à côté, pour pouvoir intervenir là. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, ça coûte cher, mais en même temps, quelque part, c'est la préservation de notre écosystème à nous. En fait, c'est nous qu'on protège en faisant ça. Donc ça, c'est un premier point, je dirais, sur la biodiversité, qui est parfois un peu oublié, parce que c'est quand même très important, la biodiversité. C'est une condition de notre survie. Globalement, sur les écoquartiers, c'est une démarche nationale, il y a un référentiel, vous pouvez aller sur le site du ministère. En fait, on ne le sait pas, mais en France, on est super bon dans ces sujets-là. On a vraiment des méthodologies qui sont éprouvées. On a un ministère qui fait quand même beaucoup sur ces sujets-là. Et donc, la démarche écoquartier, elle est intéressante parce qu'elle traite de l'ensemble de l'ensemble, d'un grand nombre de sujets, pas seulement du bâti et des espaces, mais aussi l'activité économique, la biodiversité, l'énergie, l'air. Bref, chaque quartier va être conçu de manière un peu sur mesure en fonction du site dans lequel il est et de la préservation qu'on va pouvoir faire. Nous, par exemple, on sait qu'on a les Vosges pas loin, on sait que la région Grand Est est très très forte dans le domaine de la construction de bois. Nous, on a mis en place tout un tas de... on est très très exigeant avec les promoteurs et on encourage fortement la construction de bois. La semaine dernière, nous, on a inauguré un ensemble de bâtiments, enfin le démarrage de chantier de 47 logements en bois qui vont respecter les seuils réglementaires en termes de... qui vont être très très en avance sur la réglementation par rapport aux bâtiments d'aujourd'hui. Ils vont être au seuil de 2031. Donc par rapport à la progression dans laquelle on doit se trouver par rapport à notre consommation carbone, c'est très performant. Donc voilà, c'est plein de petits détails qui ne se voient pas nécessairement. Quand vous voyez un bâtiment, vous ne pouvez pas deviner qu'il a été fait en bois. Mais faut savoir qu'un bâtiment en bois, c'est un bâtiment qui capte du carbone et qui n'en émet pas. Et aujourd'hui, c'est important. Juste une blague, parce que c'était amusant pour conclure sur cette affaire. Une fois, j'ai tenu ce discours à un notaire. Je me disais, il s'y connaît un peu en immobilier quand même et tout. Et donc, je lui explique, les bâtiments en bois, c'est super, ça capte du carbone. C'est ce qu'il m'a posé comme question. Et c'est pas dangereux. En parlant de carbone, un argument fort aussi pour la préservation du bâti, c'est ça. S'il est toujours en place. Réemploi des matériaux, déconstruction au lieu de détruire. Et ça, nous, on le fait aussi. On récupère des équipements dans l'usine, des matériaux, on les réemploie dans les projets et on fait notre propre charbon de bois. Mais en plus, on développe un savoir-faire dans nos territoires, j'allais dire anciennement industrialisés, où il y a encore de l'industrie qui fonctionne quand même, heureusement. On développe un savoir-faire qu'il faudrait pouvoir vraiment exporter. Parce que les futures friches industrielles, elles sont peut-être plus trop chez nous finalement, même s'il y a encore des usines qui ferment. Elles sont en Chine, elles sont au Vietnam, elles sont en Inde, elles sont là où il y a des usines qui vont peut-être un jour... Qui fermeront un jour, parce que finalement, une usine, c'est comme un être humain. Elle naît, elle grandit, puis elle finit par mourir. Alors des fois, elle dure très longtemps. Il y en a qui ont plusieurs centaines d'années quand même, heureusement. Mais bon, comme nous, c'est très variable. Et en Chine, on commence à avoir pas mal de friches industrielles en Chine. Et je ne sais pas si vous avez vu les Jeux Olympiques d'hiver. À Pékin, c'était juste à 2022, je crois, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises. Et l'épreuve de saut à ski avait lieu en fait dans une ancienne friche industrielle, aciérie, une aciérie qui avait été déménagée pour les JO d'été.
délaissée. Hein, ils avaient en fait fermé l'aciérie dans Pékin et ils l'avaient mise près du littoral, donc elle existe toujours, Shugang, je crois que ça s'appelle. Et puis l'ancienne aciérie était restée là, ils ne savaient pas trop quoi en faire et finalement ils se sont inspirés des exemples essentiellement européens, notamment de Duisbourg et de Völklingen, hein, donc des usines sidérurgiques qui sont devenues des patrimoines exceptionnels en Allemagne. Hein, et ils ont donc créé une sorte de parc urbain, donc ils ont gardé les hauts fourneaux, ils ont gardé etc. Et puis c'est immense. Hein, et quand il y a eu les JO d'hiver, eh ben, ils ont installé le tremplin à ski à côté, quoi, ils ont mis de la neige artificielle. Hein, moi je me souviens avoir vu les images de ça, je dis c'est quand même c'est extraordinaire, les sauts à ski. On voyait les sauteurs à ski avec le fond du haut fourneau comme ça. Hein, et il y a eu sur les réseaux, il y a dit c'est un scandale, ils font l'épreuve de saut à ski dans une usine, qu'est-ce que c'est que ça, c'est bien la Chine, etc. Alors c'est une méconnaissance totale finalement des gens qui mettaient ces commentaires, parce qu'au contraire ça montrait que non seulement là les Chinois ils faisaient un preuve de respect, j'allais dire, du patrimoine industriel, ils mettaient en valeur le patrimoine industriel, et en plus ils s'inspiraient d'exemples européens. Donc notre savoir-faire, puisqu'on est les premiers à avoir connu la révolution industrielle, on est aussi les premiers à se désindustrialiser. Finalement il y a un savoir-faire, et tout ce que vous avez dit, c'est des exemples vraiment très bons de ce savoir-faire-là qu'il faudrait pouvoir exporter, puisqu'on va peut-être plus exporter d'acier ou d'automobile, mais c'est ce genre de savoir-faire-là qu'on peut peut-être exporter. Depuis tout à l'heure, donc on parle de modèles existants, on parle de transmission, de mémoire, etc. Nous, on s'est posé la question, on s'est demandé comment des populations ou des générations qui n'ont pas connu ces usines en fonctionnement, qui n'ont pas dans leur famille un ancien sidérurgiste, qui n'ont pas un vecteur humain pour leur transmettre cette mémoire-là, comment est-ce qu'aujourd'hui ils s'approprient quand même ces paysages industriels? Et on se demandait qui veut prendre la parole, si chacun veut raconter un exemple concret lié à ça. Qui commence? Vas-y. Ouais, ça va être un peu bateau, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, dans notre cas à nous, où on a peu de bâtiments, ça se passe vraiment par le paysage. Et en fait, y a une piste cyclable qui a été créée. Il y a des itinéraires piétons avec des panneaux. Il y a l'espace naturel sensible là, qui est une ancienne carrière, enfin qui a une ancienne mine de fer à ciel ouvert. Et tout ça, c'est un patrimoine qui est là, qui est présent et qui est partagé. Les monuments dans les villes aussi. Toutes les villes ont leurs petits wagonnets avec des fleurs ou je ne sais quoi. Et tout ça, ça marque le paysage. Et malgré tout, même si c'est des petites choses, c'est présent. Voilà. Après, c'est sûr que c'est pas la transmission humaine, mais c'est déjà ça. Ça permet de savoir où on est. Moi, j'amène mes étudiants pratiquement tous les ans. Enfin, un coup, on va dans les Vosges, un coup, on va dans le bassin houillé, l'ancien bassin houillé, là, vers Forbach. Un coup, on vient ici. Et cette année, on est venu d'ailleurs dans la vallée de l'Orne et on est venu ici, donc mes étudiants de L2. Et on s'arrête toujours, quand on vient dans le coin, à la Vierge de Geoff. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Hein, il y a une statue de la Vierge sur une hauteur à Geoff. Et là, vous avez un panorama phénoménal où vous voyez, en fait, toutes les cités ouvrières de différentes générations, celles des cadres, etc. Les églises l'église construite par les patrons. Si vous retournez, vous voyez les châteaux des Devindel, vous voyez des bouts de friches aussi, d'ailleurs industriels. Vous voyez le stade Platini. Alors vous pouvez parler de l'immigration, etc. Parce que Platini est né à Geoff. Donc c'est vraiment un endroit extraordinaire. Et donc il y a quelques années, il y a 4-5 ans, là, on y était avec le groupe de licence 2. Hein, et puis moi, je fais mon discours habituel devant les cités. Et là, il y a 2 gamines. Le collège est fermé maintenant. Il y avait un collège juste à côté de la Vierge, hein, mais je crois qu'il a fermé récemment. Et il y a 2 gamines qui sortent du collège. Je dirais qu'elles étaient au 5e ou 4e, je dirais, hein, et qui passent près de nous comme ça et qui disent qu'est-ce que vous venez voir là? Il n'y a rien à voir ici. Donc, mais ça, c'était édifiant du fait. Alors moi, ça m'a. Alors je dis, regardez, ça, il n'y a pas ça ailleurs. Hein, le paysage là, vous l'avez qu'ici. Alors il y a certes pas mal de cités dans le coin en Lorraine, donc il n'y a pas qu'à Geoff. Hein, mais enfin, quand vous sortez de Lorraine ou du Nord-Pas-de-Calais ou de certaines zones d'Ardèche ou d'Auvergne ou de Rhône-Alpes, finalement, il y a plein de gens en France qui ne voient jamais d'anciennes usines ou de cités ouvrières. Donc les gamines, on leur dit, si, c'est quand même exceptionnel ce que vous avez là. Hein, c'est rare. Hein, il y a pas. Donc je pense que la transmission, elle se fait. Y a les parents, ils n'ont pas forcément connu, ni même les grands-parents, mais c'est l'éducation nationale, j'allais dire. Hein, c'est très très important que les instituteurs, les professeurs, etc. Enfin, les professeurs des écoles, les professeurs de collège sortent les gamins. Hein, moi, je suis vraiment avec mes étudiants, on est tout le temps sur le terrain. Je suis géographe, j'aime bien faire cours sur le terrain en fait. Hein. Donc on sort, on prend des bus, on va en bus de ville, on va à pied au-dessus de Nancy, on leur montre le paysage, on leur explique les trucs. Hein, et je pense que alors c'est pas facile avec
des collégiens ou des petits, parce qu'il y a des problèmes de sécurité que moi j'ai pas, parce que moi c'est des adultes, hein. Donc c'est plus difficile. Mais vraiment, c'est sorti sur le terrain. Donc on fait le tour de la commune à Geoff, par exemple, on explique aux gamins ce que c'est, qu'ils comprennent que leur paysage, il est particulier, il est exceptionnel. Et ce qui m'a quand même mis un peu de baume au cœur là, après cette affaire des deux collégiennes là, qui disaient bah il y a rien à voir ici, et c'est que depuis 2021 ou 2022 maintenant, au pied de la Vierge, il y a un immense panneau d'interprétation, hein, avec des QR codes, etc., des photos, donc, qui est déjà un petit peu abîmé d'ailleurs. Ça c'est un gros problème, parce que c'est super bien les itinéraires, ça, moi je suis complètement d'accord avec vous, hein. Les petits itinéraires, les petits panneaux, parce que les gens sont curieux, ils sont au vélo, bah tiens, ils s'arrêtent, ils regardent, ça explique. Mais souvent, bah, les financeurs, ils financent l'installation et ils financent pas l'entretien. Donc au bout de 2-3 ans, bah, c'est bousillé, etc. Mais c'est pas les mêmes. Bon, donc à Geoff, maintenant, il y a un super beau panneau, hein, qui explique un peu ce que c'était. Bah, je sais pas si elles ont grandi, les collégiennes que j'avais vues. Maintenant, elles doivent être adultes, hein. Bah, au moins, si elles viennent là, au pied de la Vierge, pour se rappeler de leurs souvenirs du collège, eh bien, elles verront ce panneau-là. Elles comprendront que leur paysage, le paysage de leur lieu de vie, il est vraiment exceptionnel. Alors, je vous engage à aller voir si vous connaissez pas ce panorama-là, hein, mais c'est vraiment un ensemble de sites ouvrières incroyable. Je peux donner un exemple plutôt personnel. Moi, je suis le premier qui n'a plus travaillé à l'usine de ma famille. Et j'avais 4 ans, j'ai vu l'usine de Dudelange en tas de ferraille. Et ça m'a fait un choc. Et depuis, j'ai redessiné, j'ai reconstruit l'usine. J'avais 8 ans, 10 ans. Et ce qui a donné aujourd'hui l'envie de reconstruire des fours qui font des petites coulées. Et via ça, transmettre cette envie de toucher la matière et de comprendre tout le reste autour. Et je pense que justement, avec des actions à laquelle on peut toucher, ça peut transmettre. C'est vraiment dans l'enfance que ça se joue, je pense, hein. Vraiment l'enfance à l'adolescence. À Neuve-Maisons, au Val-de-Fer, là, il y a une grosse usine sidérurgique qui fonctionne encore, Neuve-Maisons, une aciérie électrique, hein, au sud de Nancy, là. Et il y a l'ancienne mine du Val-de-Fer, alors qui a été... c'est extraordinaire. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je vais être trop long, mais ils réorganisent tous les ans, justement, ce que vous dites, là, des petites coulées. Hein, et il y a des scolaires à chaque fois aussi, là j'y vais avec les étudiants à ce moment-là, et il y a plein de petits gamins, mais vraiment des tout petits, et puis on leur montre comment on faisait l'acier, enfin la fonte autrefois, hein, avec des bas-fourneaux et des petites coulées comme ça, et puis après on visite la mine, etc. Donc il y a des animations comme ça, et je pense que ça se joue vraiment dans l'enfance, dans l'adolescence. C'est un travail d'éducation, hein, mais c'est vrai si on est dans une région touristique, si on est dans une région agricole, hein, je pense que des élèves dans un petit village, on disait au fin fond de la Creuse, hein, mais il n'y a pas besoin d'aller si loin, hein, on a beaucoup de zones rurales en Lorraine aussi, hein, il faut les sortir, il faut leur montrer comment les paysans y travaillent, comment on cultive le blé, je sais pas, comment on s'occupe des vaches, etc. Moi je me rappelle, mon instituteur, quand j'étais en CM2, on était dans un tout petit village à la limite entre la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, et il y avait un artisan, enfin je sais pas, c'est un artisan, il rechappait des pneus, hein, je sais plus, il faisait de la vulcanisation, si je me rappelle bien, et donc c'était un tout petit bâtiment, on avait passé une demi-journée là-dedans, et le type il nous avait montré comment on faisait. Et ben moi je pense que c'est aussi important que les cours de maths ou que les cours de français ou que les cours de géographie. Donc je pense de voir vraiment les choses, et je pense que ça se perd un petit peu, quoi. Je sais pas, ça fait un peu vieux con de dire ça, voilà, je sais pas si c'était mieux avant, hein, mais après ça dépend beaucoup des enseignants, hein. J'ai été prof dans le secondaire, il y a des collègues, on sortait tout le temps, bon c'est compliqué à organiser, puis avec d'autres, il y en a d'autres qui veulent pas bouger, etc. C'est beaucoup des questions de personnes plus que de programmes en quelque sorte. C'est le défi de la mixité des cités futures. Les villages, comme on disait avant, c'était justement ça, c'était accessible, c'était visible. Et si on arrive à construire des villes qui sont accessibles point de vue pour des jeunes, pour comprendre le patrimoine, et dans un décor, s'il existe encore, authentique. Je pense que les Allemands ont un bon terme, ils utilisent Identitätsstiftend, donc c'est difficile à traduire, mais qui fournit l'identité, si on peut le dire ainsi.
pourrait presque dire identitaire, presque, mais dans un sens différent de celui qu'on utilise peut-être en France. Mais non, mais cette affaire d'éducation, elle est extrêmement importante, à mon avis, pour comprendre les choses. Et même des enfants qui habitent dans des grands ensembles, dans des banlieues à Borny, à Metz ou du Lièvre, à Nancy, hein, donc dans des quartiers comme ça, on peut les sortir. Hein. Déjà qu'ils comprennent leur quartier. Alors je pense que ça, il y a des profs des écoles qui le font, hein, qui comprennent pourquoi ils sont dans des bars ou des tours, etc. Hein. Et puis après, c'est pas difficile de prendre un bus et d'aller au centre-ville de Metz ou dans la campagne qui est juste à côté. C'est pas difficile, si, c'est un peu difficile à organiser. Hein, mais je pense que c'est ce qu'il faut vraiment peut-être faire, hein, pour que les gamins ils voient un petit peu tout ça. Merci beaucoup. On va continuer notre devoir de transmission et on va laisser la parole au public. Ça peut être des questions, ça peut être aussi des ressentis. On a eu 3 ressentis. Ça peut être aussi à votre tour de nous partager. Moi, j'ai des questions plutôt sur la question de l'aménagement et surtout, donc il y a des friches, mais à qui elles appartiennent? Comment on arrive à avoir le droit de construire dessus? On les rachète? Si c'est une grosse friche qui fait des milliers d'hectares, c'est facile d'avoir un gros projet, on va dire, où on prévoit sur le long terme et en cohérence. Mais par exemple, quand c'est des petits terrains par-ci par-là, à des moments différents, comment ça se passe, à qui ça appartient, comment c'est géré. Voilà. En fait, vous posez, pas directement, mais vous posez une question clé et puis une question qui est celle de l'intérêt général. Effectivement, la friche au départ, elle appartient pas forcément à un acteur public et donc son devenir va dépendre de financièrement ce qu'elle représente. Donc nous, à l'EPA, on a la chance, entre guillemets, c'est une forme de chance. En Lorraine, en Lorraine, c'est devenu Grand Est, on a un établissement public foncier dont le rôle est précisément d'assurer ce qu'on appelle la maîtrise foncière ou le portage foncier de sites tels que ceux-là. Donc en gros, c'est un acteur public qui d'ailleurs a des ressources publiques, qui est administré par des gens de l'État et des collectivités locales, et qui va à la fois... quand on pense qu'il y a un intérêt général sur un site, qui est en capacité de pouvoir l'acheter et le porter pendant un certain nombre d'années. Donc ça fonctionne beaucoup avec les collectivités, par exemple, quand une communauté de communes se dit tiens, tel site, je voudrais y faire tel et tel projet, elle va demander à l'EPF de détenir pour son compte ce terrain, donc de l'acheter et puis de l'entretenir le temps qu'elle puisse monter son projet. Alors ça, c'est l'approche un peu idéale, idyllique. C'est rarement comme ça que ça se passe. Mais enfin, de temps en temps, oui. Et après, il y a d'autres approches. Il y a des approches partenariales, par exemple, à Hayange, à Patural, il y a une sorte d'accord qui a été conclu entre les propriétaires du terrain, la collectivité, l'État, enfin un certain nombre d'acteurs, pour faire ensemble des études et puis pour définir ensemble ce que pourrait devenir ce site. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui détiennent des friches. Et ces friches-là, il y a encore 10 ans, c'était le caillou dans la chaussure. C'est le truc, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ça va nous coûter une blinde. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. D'ailleurs, Metz-Schmetz n'existerait pas. Enfin, au Luxembourg, c'est encore un peu différent, mais des modèles tels que ceux-là, nous, en France, on n'aurait pas pu l'imaginer. Et... donc aujourd'hui, avec le ZAN, avec la pression foncière qu'on connaît dans la région notamment, ces friches-là retrouvent un intérêt économique, y compris pour leurs propriétaires. Et donc nous, ça nous amène à travailler d'une autre façon, peut-être plus dans des démarches partenariales, avec toujours l'idée de faire en sorte que le projet urbain qu'il y aura à la fin sur ce site réponde quand même un peu à l'intérêt général, quoi. Que ce soit pas juste la valorisation financière du sol. Parce que en réalité, l'équilibre se trouve là. Ouais.
On dit qu'on est passé pour les friches de verrues à opportunités. Hein, c'était des verrues, aujourd'hui c'est vu comme des opportunités. Et pour rebondir ce que tu disais sur le PF GE, tu disais c'est dans l'idéal ça se passe comme ça. Hein, le cas, je connais bien un cas dans les Vosges à Thaon-les-Vosges, donc la blanchisserie teinturerie de Thaon-les-Vosges, la BTT de Thaon-les-Vosges. C'est une immense usine. Donc qui blanchissait, qui teignait le tissu comme son nom l'indique. Hein. Et le propriétaire de l'usine, des années 1960 à 2003, hein, parce que ça a fini par fermer, ça a décliné dans les années 60, ça a fermé en 2003. Il a vendu au coup par coup à divers propriétaires. Ce qui fait que l'usine, à la fin, elle n'était plus qu'au centre. Hein, et puis tout le reste, c'était vendu à des propriétaires très variés. Alors certaines parcelles étaient en friche, d'autres étaient rebâties, d'autres il y avait des artisans, il y en a qui ont fait leur logement dans des dans des anciennes friches, etc. Et ça, ça devient complètement... Et le PF a été missionné pour y travailler, mais c'était impossible parce que le propriétaire central, donc l'ancien industriel, hein, qui a gardé la propriété, pour pouvoir vendre, il fallait qu'il dépollue. En fait, hein, parce que c'est lié à la loi Barnier de 1992, si je dis pas de bêtises, hein, tu confirmes, enfin tu compléteras. Ouais. En fait, il pouvait pas vendre, il voulait pas vendre parce qu'il était obligé de dépolluer. Et ça a traîné de 2003 à 2023 ou 2024, je sais plus. Hein. Et là, maintenant, il y a eu une expropriation. Alors, je sais pas qui va dépolluer, je sais pas comment ça va se passer, hein, mais en tout cas, il y a une expropriation finale. Il a fallu 20 ans pour que le dossier se règle. Et en attendant, ça s'enfrichait, et puis les gens finissaient par rentrer dans les bâtiments, mettre le feu, voler des trucs, etc. Hein, donc, ce n'est justement qu'avec des projets un petit peu d'intérêt général, comme tu disais, hein, où ça a pu comme ça passer, être exproprié. Mais donc précise peut-être sur le Barnier, parce que je maîtrise peut-être pas aussi bien. Ouais, alors en gros, hein, en très gros, le propriétaire du terrain, admettons là c'est de la teinturerie, c'était très pollué. Voilà, c'est très polluant. Très pollué. Ouais. Ça c'est très polluant. Alors quand on dit on dépollue, en fait on va pas faire pousser des carottes dans un terrain dépollué. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on le met en compatibilité avec un usage futur. C'est-à-dire en gros, il y a un degré de pollution qui est acceptable en fonction de ce qu'on va faire sur le terrain. Donc là, l'enjeu pour le propriétaire, avant de pouvoir céder, c'est une industrie. Il faut qu'il mette en compatibilité avec un usage industriel. Donc en gros, qu'il enlève le plus gros, quoi. Oui. On va se dire. Mais ça devait être très compliqué, j'imagine. C'est loin d'être simple. Les pollutions chimiques, c'est très compliqué. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est quand on passe d'un usage industriel à un autre usage. Par exemple, des logements, par exemple, une école, etc. Là, on va à la fois gérer très très finement toutes les pollutions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent. Par exemple, les métaux lourds, ça reste. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ça ne fait pas porter de risque sur les gens qui vivent au-dessus. En revanche, les hydrocarbures, ça reste pas. Parce que ça s'évapore et ça fait porter un risque sur les gens qui vivent au-dessus. Donc en gros, à la fois le sol est mis en compatibilité avec l'usage futur, c'est dans ces termes-là. Et deuxièmement, les bâtiments ne peuvent pas être construits n'importe comment. Il y a pour chaque bâtiment ce qu'on appelle un plan de gestion, c'est-à-dire qu'au moment où on dépose le permis de construire, on doit aussi expliquer comment, sur le long terme, on va s'assurer que les gens qui vivront dans le bâtiment seront en sécurité. Or, ça va dire, par exemple, des règles comme ne pas faire pousser ses carottes dans le jardin. Donc, on ne fait pas, par exemple, de maison individuelle sur un ancien site industriel. C'est une mauvaise idée parce qu'on sait que dans 50 ans, les gens, ils feront pousser des carottes dans leur jardin. Donc, pas de jardin privatif. Et deuxièmement, ça va être par exemple des sous-sols ventilés, ça va être des solutions architecturales qui vont faire que. Voilà. On a un peu dévié par rapport à votre question, mais... Merci. D'autres questions ? Merci. Que pouvez-vous nous dire de la dimension sociale des différents projets que vous portez ? Oui, on parle beaucoup de murs, de béton, de terrain, de pollution, mais effectivement, il s'agit des humains. Et en tout cas, je parle pour mon projet, pour nos projets, c'est la motivation principale de retrouver du lien, de ne pas oublier les blessures aussi, de parler aussi des choses moins agréables.
et de retrouver des liens, du sens. Et parce que on parlait de deuil, il faut parler de traumatisme, il faut parler de solidarité, même si souvent c'est presque devenu un cliché, mais oui, c'est quand même ça. Et dans le monde actuel, en plus, qui change, il faut, à mon avis, profiter de ce patrimoine vivant pour inspirer à la fois ce qu'on fait maintenant, mais aussi les générations futures, pour ne pas oublier déjà d'où on vient, mais aussi pour nos actions socio-culturelles. Et voilà, c'est essentiel. En tout cas, pour moi, dès le début, dès mon enfance, c'était mes grands-pères, c'était les rencontres qui m'ont inspiré, qui m'ont motivé à faire ces projets-là. Et c'est ce qu'on veut aussi transmettre. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. C'était très bien, merci beaucoup. Bonsoir. Alors, c'est pas vraiment une question, c'était plutôt une intervention. Donc moi, je travaille ici à l'U4 et je voulais juste mentionner un projet qui est mené ici en partenariat avec la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch et l'Université de Lorraine, un projet de recherche scientifique sur la dépollution des sols par les plantes. C'est un projet qui s'appelle les Jardins de Transformation, qui est mené depuis quelques années sur le site. Et vous en avez parlé de la pollution et des blocages que ça pouvait engendrer sur l'usage futur qu'on fait de ces espaces. Et l'idée ici, alors pour la dépollution des sols, à l'heure actuelle, il y a assez peu de solutions. En tous les cas, les solutions qui sont proposées ne sont pas forcément des solutions... On parlait d'écologie tout à l'heure, très écologique. Ici, l'idée, c'est vraiment d'étudier des techniques de phytoremédiation, donc ce que les plantes peuvent nous apporter comme solution pour dépolluer les sols. Donc c'est en cours d'expérimentation, mais l'objectif aussi ici, c'est de faire un espèce de site pilote pour pouvoir éventuellement, à terme, reproduire ces techniques sur d'autres friches industrielles et d'offrir donc à ces friches industrielles d'autres solutions pour dépolluer les sols et pouvoir accueillir de nouveaux usages sur ces friches. Et je me permets une petite précision parce que vous disiez qu'une friche, elle se renature toute seule. Alors il faut savoir qu'ici, en amont de l'implantation de ces plantes dépolluantes, il y a eu des études qui ont été faites, donc à la fois de ce qu'il y avait dans les sols en termes de polluants et sur les espèces qui étaient déjà présentes sur le site. On a plus de 200 espèces végétales différentes, dont une orchidée qui pousse sur le site. Donc la nature ne nous attend pas, elle fait son travail elle-même, puis elle nous rend beaucoup de services et voilà, on essaie de continuer sur cette voie-là. Vous travaillez avec le GISFI ? Oui, bien sûr, oui, je connais bien aussi. Donc, ils ont une station expérimentale à Aumécourt, sur l'ancienne coquerie d'Aumécourt. Donc, les coqueries, c'était les plus polluantes. C'était vraiment le truc bien polluant. Et donc, ils expérimentent justement la diffusion des pollutions dans les sols avec des lysimètres. Et puis, il y a Marie-Odile Simoneau qui travaille sur la remédiation par les plantes à l'Université de Lorraine aussi. Voilà. Bon. Ça, c'est vraiment des technologies très... GISFI, ça veut dire le groupe d'intérêt scientifique sur les friches industrielles. Ça existe depuis 2000. C'est des technologies vraiment très intéressantes. Le truc, c'est que ça prend du temps. Et puis, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait des plantes qui ont absorbé, par exemple, les métaux lourds et tout. Il faut trouver quelque chose. Donc, peut-être ça peut vous intéresser. On a travaillé sur aussi une sorte de démonstrateur échelle 1, sur le traitement de l'eau. Donc des bassins filtrants en fait. Et un peu selon le principe que vous dites, c'est-à-dire aujourd'hui sur une friche industrielle, normalement on n'est pas censé laisser sur une friche qui a été laissée à l'abandon, ça fait depuis tant et tant d'années que l'eau elle tombe, elle s'infiltre. Quand il pleut, l'eau elle s'infiltre, elle va dans la nappe et elle attrape tout ce qu'elle peut attraper, elle lixivie ce qu'on appelle.
Donc là, l'idée, c'est de faire des bassins filtrants qui, quand l'eau tombe, comme ici, elle glisse, elle va aller dans un caniveau, elle va aller dans le bassin. Et ce bassin-là, grâce à un certain nombre de plantes, va filtrer les résidus de pollution. Et on a mis un certain nombre de capteurs pour s'assurer que ça fonctionnait bien. Donc c'est un peu la même philosophie, même si on n'est pas sur de la phytoremédiation comme vous venez de l'indiquer. Mais c'est intéressant, il y a des cas aussi où des plantes utilisées en phytoremédiation sont utilisées un peu comme du minage, c'est-à-dire qu'on va extraire le matériau. Ça, c'est dingue quand on y pense. Merci. On a encore le temps pour une petite question. Oui, je m'appelle Jean-Bernard, je suis journaliste, originaire d'ici. Je suis un petit peu surpris quand même de voir que c'est un peu le paradoxe de la situation. C'est un ressenti que je vous donne. Le paradoxe de la situation, on a ce débat-là, et on est à 4 km d'un des plus gros sites actuels en Europe de démolition, ce qui est quand même un peu dingue. Et je suis étonné de voir, je le connais parfaitement le site, je le connais de l'intérieur et tout, je suis surpris de voir qu'en Lorraine en particulier, c'est pour ça que je vous envie, vous les Luxembourgeois ou les Allemands, même les voisins belges, à Liège ou à Charleroi qui se mobilisent, c'est qu'en Lorraine, le fond du problème, il est psychologique avant tout. C'est la psychologie collective ici en Lorraine, elle est restée bloquée sur quelque part. Vous avez parlé de deuil, le deuil ne fonctionne pas en Lorraine, ou très mal. J'ai pu faire des analyses un peu dans pas mal d'autres pays. Ici en Lorraine, il y a vraiment un point de fixation. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, cette histoire-là, ou alors très difficilement. Et ça continue en plus avec ce site à 4 km d'ici, qui rajoute encore une pièce dans la machine. Et ça va encore continuer encore après, avec Florange. Bref, on est constamment dans cette espèce de dramaturgie psychologique qui dure depuis 40 ans, et ça ne s'efface pas en Lorraine. Et ça s'efface d'autant moins qu'en plus, il n'y a même pas une mobilisation collective de la part de gens comme nous, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément aux ouvriers à défendre leur patrimoine industriel, parce qu'ils sont déjà essorés par la fin du truc. Mais c'est un petit peu nous, des gens un petit peu culturels, dans la culture, dans le milieu un peu intello, etc., qui devrions nous mobiliser. Je suis surpris de voir que là, à 4 km d'ici, il n'y a pas un gramme de mobilisation, si ce n'est des urbexeurs. C'est les seuls gens que ça attire, c'est ça. Donc je suis un petit peu... venant d'ici, je suis vraiment presque humilié à titre de Lorrain de voir que nous-mêmes ici, on n'arrive pas à se mobiliser pour défendre un site qui aurait une valeur incroyable s'il était sauvegardé. On pourrait le mettre en réseau avec celui-là, avec celui de Völklingen, avec celui de Esch-Belleval, et ça pourrait faire l'une des plus grandes transrégions au monde consacrées au patrimoine industriel. Là, au niveau touristique, ça serait exceptionnel, au niveau communication. Donc je suis vraiment déçu, amer. On parle de deuil. Ben non, le deuil, moi je le fais pas, je suis désolé, et je pourrai jamais le faire avec une situation comme ça. Et de voir en fait que on est même dans cette espèce de fatalité ici, de non-mobilisation, de sidération, d'enfouissement sur soi presque, et après cette espèce de réclusion sur soi. On n'en parle plus, on veut plus voir. Ou alors quand on en parle, c'est effectivement, dès qu'on parle un peu avec des gens ici, ça surgit tout de suite, mais officiellement, mais ça suffit pas, c'est rien. C'est un grain de sable, ça. Moi j'ai grandi ici, c'est un grain de sable. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, on est d'accord. C'est mieux que rien. Mais ça pouvait être une porte d'entrée vers plus grand, c'est ça que je veux dire. C'est pareil en Belgique, ils savent pas s'ils vont le garder au fourneau Liège, c'est pas trop mal parti, à Charleroi, je suis pas sûr que ce soit très bien parti. Je voudrais quand même dire aussi, justement, ça vient pas, on parle, vous représentez pour certains des institutions, je n'ai rien contre les institutions, mais ici en Lorraine, elles ne sont pas beaucoup mobilisées pour le patrimoine. Ça, c'est des particuliers qui l'ont. C'est grâce à des gens, à des ouvriers, un ingénieur, un petit peu le maire d'ici, qui ont réussi à sauvegarder le site. Donc je veux dire, la mobilisation ne doit pas venir des élus ou je ne sais qui, c'est pas, ils veulent rien faire, les élus. C'est à nous, citoyens, à nous mobiliser. C'est ça la politique au sens noble du terme. Et on ne fait rien. Et je trouve ça un peu décevant parce que dans d'autres régions, il y a des gens qui se mobilisent. Je parle notamment de la Belgique, avec un certain Luigi Spagnuolo, vous connaissez peut-être, à Charleroi. Ben c'est un petit gars, un ancien sidérurgique qui se bouge et réussit presque à faire pencher le curseur, parce que pareil, ça va jouer sur le fil, démolition du haut fourneau ou pas, et il est pas loin de gagner quand même son pari. À Liège, c'est pareil. Donc comme quoi, ça vient vraiment des gens. Les institutions, faut pas compter sur elles. Et en Lorraine, on a un petit peu oublié ça, c'est qu'on s'appuie un petit peu sur les élus, et puis la région, et puis le Grand Est, la culture machin, le collectif, enfin les agglos de communes, enfin tous ces trucs-là. Mais ils ne font rien, ils ne sont pas très motivés pour ça, ça les embête, c'est trop gros à gérer en fait. Voilà, trop gros, trop compliqué. Et je trouve que c'est dommage qu'ici en Lorraine, on n'ait pas cette espèce de réflexe de mobilisation pour créer
un collectif, au moins un collectif. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais au moins une voix, parce que c'est en train d'être démoli, mais de manière silencieuse. C'est un site majeur, c'est des cathédrales industrielles. C'est un site qui est... Je prévois d'ailleurs de faire un reportage pour un grand magazine sur ce fait-là, justement. Donc moi, les idées, elles sont là, et je les prends aussi grâce à vous. Mais ça me sidère, quoi. C'est quand même incroyable de voir cette passivité générale, en fait. On va laisser les invités répondre. Ouais, moi, j'ai pas l'impression que ça soit exceptionnel ce que vous dites là. C'est triste, je suis complètement d'accord avec vous. Et, la BTT de Thaon-les-Vosges, il y avait des beaux bâtiments, il y avait une horloge qui était volée, il y avait des tas de trucs comme ça et rien n'a bougé pendant des années, des décennies. Vous avez le constat, il est réel, mais j'ai pas l'impression que ça aille mieux ailleurs, franchement. J'ai parcouru toute l'Europe de l'Ouest au moins, et un peu l'Europe de l'Est dans ces domaines-là. Alors il y a des super belles réussites, mais les débats que vous avez là et vos remarques là et votre ressenti à fleur de peau, là on le sent bien. Moi je le sens aussi dans les communes d'où je viens et dans les vallées vosgiennes, je le sens aussi. Et c'est presque plus caché qu'ici. Le deuil il est encore moins fait qu'ici. Donc dans les vallées textiles vosgiennes, le deuil il est encore beaucoup moins fait qu'ici même, je dirais. Et je le sens aussi, mais c'est pas si exceptionnel que ça. J'ai pas l'impression. Franchement, quand vous dites il y a que nous ou il y a que la Lorraine qui est comme ça, voilà, bon sang, il y a même parfois dans des territoires qui sont pas considérés comme industriels, il y a ce déni, il y a cette difficulté à faire le deuil. Je suis allé pendant l'été à Lavavé-les-Mines dans la Creuse. Et donc j'ai discuté où il y avait des mines de charbon, donc dans la Creuse, vous parliez de la Creuse. Alors il y avait des mines, des petites cités ouvrières, donc ça n'a pas dépassé les 1200 habitants, les 1300 habitants, mais maintenant ils sont redescendus à 500 ou 600. Et en fait j'ai discuté un peu par hasard, ils ont fait un petit parcours découverte, un peu comme ça, et avec des personnes, mais comme vous, un monsieur qui avait un peu le même discours, en disant mais ça me désole de voir que les élus prennent pas vraiment, et les habitants prennent pas non plus conscience de l'importance de sauver ce qui reste, etc. Donc moi, c'est un discours que j'entends tellement, qui est tellement, et puis pas qu'en France, voilà, moi j'essaye. Alors après, je trouve ça extraordinaire d'avoir pu faire ça. Déjà, moi j'essaye de montrer le positif. Vous voyez, mais je comprends votre souffrance parce que j'ai ressenti la même chose à Vincey dans les Vosges, une usine textile qui est inscrite monument historique, même classée, je crois. Je sais plus si elle est inscrite ou classée, mais bon, en tout cas, elle est reconnue. Mon père et mon grand-père y ont travaillé, vous voyez, donc je suis touché par ça. Et l'usine, elle a fermé en 1978 ou 80, je sais plus. Et elle appartient à des privés, mais qui font rien. Et le PFGE est intervenu, ils n'ont pas réussi. Enfin, il y a des problèmes de communes. Les communes s'entendent pas, vous vous rendez compte ? C'est juste les deux communes sur lesquelles l'usine se trouve qui n'arrivent pas à s'entendre depuis 30 ou 40 ans. Et l'usine, elle commence vraiment maintenant à s'effondrer, alors que c'est la seule usine en briques rouges qui reste des Vosges, à l'anglaise, et qui est classée. Donc ça me brise le cœur aussi, et je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Mais est-ce que moi, je vais monter une association pour ça ? Je sais pas, j'arrive pas à... Je serai plus neutre quelque part. Je sais pas, peut-être que après oui, on a peut-être des personnalités différentes aussi. Moi dans le cadre de mon travail, je peux pas non plus toujours prendre parti dans ces choses-là. Peut-être parce que, comme vous dites, je suis un institutionnel quelque part. Je sais pas. Mais c'est vrai, j'entends bien votre discours. Par contre, là où je vous suis pas, c'est que c'est partout, c'est franchement partout pareil. Franchement, alors vous pouvez dire, au Royaume-Uni, je connais des endroits extraordinaires, des usines en briques rouges sont devenues patrimoine UNESCO là. À Belper, dans la vallée de la Derwent, à Saltaire, près de Bradford, etc. C'est devenu des sites UNESCO. Donc Folklingen, voilà, c'est UNESCO. Oui, on peut en trouver plein. Enfin, pas mal des comme ça. Mais vous pouvez trouver bien plus, mais ils sont pas médiatisés, des exemples de ce qui est en train de se passer à Hayange ou de ce qui se passe à Vincey, par exemple. Vous en avez beaucoup plus des comme ça. Et des petits, parce qu'il y a les gros trucs spectaculaires comme à Hayange, ou même à Vincey où c'est assez spectaculaire, mais des petites usines, des petits trucs comme ça dans
un petit village de 400 habitants, il y avait un beau bâtiment, et puis finalement, pendant des décennies, c'est oublié, les gens se mobilisent pas, donc nous, on peut faire connaître, hein, on va faire des articles, on va mettre des étudiants là-dessus, ils vont faire un mémoire, donc ça va être mis en ligne à la rigueur, donc on peut faire un peu connaître comme ça. Finalement, c'est une forme de mobilisation aussi. Hein, donc, bon... Mais j'entends bien votre colère et ça me touche parce que moi je sens la même chose pour Vince. J'ose même plus passer devant des fois. Des fois je me dis je fais un détour parce que ça me fait mal au cœur. Merci. Le débat n'a donc pas fini. Cependant, on est rattrapé par le temps. On tient à remercier le groupe de travail des friches industrielles. Merci à la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch et aux équipes du parc du Haut-Fourneau de Ucange pour leur travail et leur accueil. Merci également à vous trois d'avoir transmis et participé et merci pour votre travail quotidien autour des friches. Et merci également à l'association Messilor. Aujourd'hui, c'est également l'occasion de dire que toute l'association est solidaire du combat de celles et ceux dont l'emploi est menacé aujourd'hui à Florange. Et pour cela, nous accueillons Jérôme Baron, délégué CFDT du site, qui va prendre la parole. D'abord, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je souhaiter surtout une bonne fête des travailleurs à toutes et à tous. Il y a des jeunes, il y a des anciens et qui ont travaillé aussi toute leur carrière, donc il ne faut pas les oublier. Donc d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne fête du 1er mai. Donc on est là, je suis venu là sous l'invitation de Monsieur Malice. Et je suis venu vous expliquer un peu la tragédie qu'on est en train de vivre, mais tragédie humaine. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le site de Florange, il ne va pas fermer demain. Il n'y aura pas de fermeture d'usine ou de mise sous cocon d'outils, je précise pour le moment, à l'heure où je vous parle. Donc le site est encore amené à vivre pendant, je pense, une paire d'années. Aujourd'hui, je suis juste venu vous interpeller sur le drame humain qui est en train de se passer. On a pour la première fois sur le site de Florange droit à du licenciement pur. J'écoutais tout à l'heure ce que vous parliez sur le social, sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que des grands groupes comme ArcelorMittal ne font plus de social. Et lorsqu'avant, on pouvait se permettre de reclasser du personnel sur nos entités ou des personnels qui se sont tués la santé, on a créé des départements spécialement pour eux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et aujourd'hui, on va droit vers des licenciements secs. Donc nous, pour la CFDT, on accompagnera tout le monde. On va se battre pour minimiser l'impact et pour garder le plus d'emplois possible dans notre bassin. J'ai été énormément choqué parce que j'ai fait le combat de 2012. On était nombreux à le faire. Et au moment-là, le reclassement permettait de réduire la douleur. Mais aujourd'hui, quand vous voyez vos collègues de travail arriver en pleurs devant les bâtiments, on est en 2025, c'est des choses qui devraient plus se voir. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement de l'humanité et qu'on ait l'entreprise avec nous et surtout qu'on ait l'appui des pouvoirs publics. L'appui des pouvoirs publics. Aujourd'hui, ils nous laissent en gros abandonnés à notre sort. Il y a eu énormément de cadeaux faits à ArcelorMittal. Et aujourd'hui, c'est au moment-là que l'État doit demander une contrepartie. Donc je vous remercie de l'écoute, je vous remercie de l'invitation. Et sachez qu'on se battra jusqu'au bout pour tout le monde. Et malheureusement, pour ceux qui seront amenés à quitter le groupe, on les fera quitter le groupe la tête haute. Donc merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Pour terminer, un petit rappel
habituel du chapeau qui va passer, de la libraire qui vous attend, du food truck qui vous attend également. Merci pour votre attention. On va terminer en ravivant un dernier souvenir qui a secoué en musique ce lieu il y a quelques années de ça. La petite sœur au blanc manteau, c'est la balade, coco. La petite guerre est dans les petits, c'est la descente au fond de la mine. Viens nous brancher du désespoir, viens nous visiter nos mains miroirs, viens nous chevaucher des bons rouleaux, et passer la tête dans un étang. Viens petite femme de Saint-Tropez, nous on fume la canne par le chemin. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son beau cigare. Viens, dans ce pays. Viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont appuyés sur mes bras comme tous les corps. Pour leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. La petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage au devin d'elle. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la Fench, ma chérie, c'est le Colorado au plus petit. Il y a moins de chevaux, moins de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Bien belle femelle tropicale, je t'invite dans mon carnaval. Ici la cadence, c'est vraiment trop. Ici y a pas de place pour les manchots. Viens, dans ce pays. Viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont appuyés sur mes bras comme tous les corps. De leur pardonner, de me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Tu ne connais pas, mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs, et plein de cris, c'est plein d'étincelles, surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois il y avait des rigolos, ils ont tous fini dans un lagon. Le ciel a souvent des teintes étranges, le patelin se termine par Ange. C'est un vieux pays, pas très connu, il n'y a pas de touristes dans les rues. Viens, dans ce pays, là-bas, où j'ai grandi, tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont appuyés sur les bras comme tous les corps. De leur pardonner, me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Attention, y'a une petite sœur au blanc manteau, c'est la balade des copeaux. Y'a une petite girl in red blue, c'est la descente au fond de la mer. Y'a une petite sœur au blanc manteau, c'est la balade des copeaux. Y'a une petite girl in red blue, c'est la descente au fond de la mine. Y'a une petite sœur au blanc manteau, c'est la balade des copeaux. Y'a une petite girl in red blue, c'est la descente au fond de la mine. Y'a une petite sœur au blanc manteau, c'est la balade des copeaux. Y'a une petite girl in red blue, c'est la descente au fond de la mine. C'est la descente.